question n'est toujours pas résolue. Dans une correspondance adressée au directeur général d'INEO, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaspard Iboué-Somba, instruit le rationnement des entreprises énergivores de la ville de Douala et environ, rationnement quotidien à hauteur de 30 MW afin d'éviter celui des ménages. Analyse de cette mesure dans un instant. Et au Cameroun, le prix de la baguette de pain de 200 grammes vient d'augmenter de 25 francs, une situation en rapport avec l'inflation mondiale et la forte demande de blé causée par la guerre en Ukraine. Question, le Cameroun aurait-il pu éviter cette augmentation? On en parle. On parlera également du 37e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dans un contexte où la grogne sociale monte de toutes parts que le RDPC a célébré sa création un 24 mars à Bamenda. Pour parler de tous ces sujets, nous recevons l'honorable Samuel Motte. Il est expert comptable, député de la Nation, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Motte et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je voudrais également saluer certains de mes camarades qui sont sur d'autres plateaux en train de discuter. Et je voudrais également saluer vos très nombreux spectateurs. D'accord. Alors comment est-ce que vous analysez le maintien de Marcel Niat Difendi au Sénat et celui de Kavaï Djibril à l'Assemblée nationale? Cameroun Tribune a parlé du choix de la stabilité. Vous vous alignez? Exactement, choix de la stabilité, parce que jusqu'à preuve du contraire, aucune personne n'est venue m'apporter une démonstration selon laquelle les deux institutions ne fonctionnent pas très bien. Si les institutions fonctionnent, nous donnent les rendements, les résultats que nous avons sous nos yeux, il n'y a pas de raison de changer. Est-ce que ces deux personnes-là n'auraient pas pu être remplacées quand on sait qu'elles passent une bonne partie de leur temps à l'étranger du fait de leur santé? Non. Le président de l'Assemblée nationale, que je sache, il a été à l'Assemblée en France soigné, c'est quoi, c'était en 2020. Qu'est-ce qu'il en est depuis 2020, il n'est pas reparti. Je suis très peu proche du président du Sénat, donc je ne peux pas savoir. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les deux institutions fonctionnent. Mais c'est votre camarade ce qu'on leur demande, effectivement, c'est de faire en sorte que l'institution puisse fonctionner, puisse être stable pour pouvoir donner, je veux dire, des coudées franches dans la lutte contre un certain nombre de fléaux qui sont les nôtres, mais également pour accompagner dans une certaine mesure l'exécutif dans la recherche de cette énergie. Est-ce que le fonctionnement n'aurait pas été le même avec des présidents un peu plus présents? Je reste sur le cas du président du Sénat. Si vous-même vous dites que ça aurait pu être le même résultat, ça veut dire que vous ne vous donnez pas une bonne raison de changer. Si vous changez pour avoir le même résultat, ça ne sert à rien de changer. C'est d'autant plus que là aussi, je crois qu'il faut apporter la gratitude à une place essentielle dans les valeurs, dans les vertus humaines. La gratitude. Une forme de reconnaissance de ces gens-là qui ont travaillé pendant une aussi longue période. Dans le cas, effectivement, où le Cameroun, la République était perturbée, c'est le cas de Niani Pendi, qui d'ailleurs est passé par une case que je ne veux pas évoquer ici, mais également pour celui-là, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï Djibril, qui a été de tous les combats, a accompagné le président de la République. Donc également une forme de gratitude qu'on leur donne en pensant qu'il faut continuer, on peut continuer à bénéficier effectivement de leur sagesse. Il n'y a rien de désagréable là-dedans. Mais maintenant, si vous-même vous tirez la conclusion que même si on avait changé, on aurait certainement pu avoir le même résultat. Même un changement au sein du RDPC, je veux dire, un honorable Samuel Motte, président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous autorisez à arriver jusqu'à ce niveau-là? Oui, je peux m'autoriser. Sauf que là également, il faut tenir compte du contexte. Étant entendu qu'on gère un certain équilibre au Cameroun, il y a très peu de chances qu'un Samuel Dieudonné Motte puisse être président de l'Assemblée nationale demain ou après-demain. Parce que je suis dans une région d'étellement qui ne sera pas, auquel ce président ne serait pas pourvu. Mais vous n'allez pas également aller seulement condamner le fait que l'on puisse faire une certaine... Cet équilibre dont vous parlez là, je veux dire, vous l'appréciez? Oui. Cet équilibre est important. Cet équilibre qui vous empêche de rêver. Ah non, mais écoutez, on doit s'autoriser les rêves que l'on veut. Je veux dire, par rapport au parcours personnel qui est le mien, je peux vous dire tout à l'heure, si on m'avait dit il y a 40 ans, j'allais signer tout de suite. Donc, je ne peux pas être à ce stade-là et continuer effectivement à nourrir un certain nombre de rêves qui pourraient d'ailleurs être déstabilisants pour moi. Effectivement, tout ce qui est du domaine de la conquête, je ne m'interdis pas. Mais là également, dans le cadre dans le cadre de la conquête, il faut savoir également lire les codes. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans un endroit où vous savez d'avance que vous foncez droit sur le mur. Non. Et en plus, écoutez-moi très bien, il y a un président de l'Assemblée nationale au Cameroun. Un seul, l'unique. Il y a un président du Sénat, il y a un président de la République, un seul, l'unique.
Si vous vous engouffrez dans ce chemin-là en disant que de toutes les façons, votre angoisse pour vous, ce sera de piquer sa place demain ou après-demain, c'est tout à votre, comment dirais-je, ce serait une très bonne chose pour vous. Ce serait méritoire pour vous, mais également, à ce moment-là, ça risque d'être un combat inutile. Donc, en fait, je ne suis pas là pour faire des combats inutiles. On s'autorise à rêver, mais jusqu'à un certain niveau, certaines places sont réservées à une catégorie de personnes. Non, c'est pas ça. Être également à l'intérieur de cette machine-là qui accompagne le développement du Cameroun aujourd'hui, c'est un privilège. Et ce privilège-là également, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Merci Samuel Maud d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Martin Ambazi. Il est économiste, banquier, fiscaliste. Bonjour monsieur Financier, s'il vous plaît, financier, oui. Voilà, financier. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce dimanche. Ravi d'être avec vous. Et puis voilà, nous allons essayer de faire du mieux possible pour que le commun des mortels puisse entendre nos observations par rapport aux éléments que vous allez évoquer. Alors, est-ce qu'il y a une actualité? Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas faire la finance sans faire de l'économie. C'est justement ça. Très bien. Est-ce qu'il y a une actualité qui a retenu particulièrement votre attention cette semaine? Cette semaine, je dirais... c'est vrai qu'il y a eu le foot, qui était quand même un événement important. Oui. Parce que ça a un rapport... Amoureux du foot, vous? Oui, je suis dans une famille de foot. Comment est-ce que vous avez justement vécu la défaite? C'était triste. En fait, je pense que les Lions n'ont pas forcément très mal joué. Ils avaient devant eux la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes africaines. Et puis, voilà... Mais qu'est-ce qui a manqué au Lyon? Vous avez regardé le match? Oui, j'ai regardé le match. Il a manqué un peu de pugnacité. Et puis, nos latéraux n'ont pas joué leur rôle habituel. Donc, du coup, les Algériens qui étaient campés dans leur camp ont compris qu'il y avait le côté droit qui ne marchait pas beaucoup. En fait, il a manqué le fighting spirit au Lyon. Non, on aurait pu marquer en premier. Vous savez, on a eu les premières occasions. En fait, ce match était très tactique. Et je pense que, pour moi, qui suis un peu un observateur averti, on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Il n'y a que le résultat qui est à notre défaveur. Mais, tel que j'ai vu ces gens jouer, moi, je parie encore qu'on a une chance parce qu'ils ont plus peur d'encaisser. Donc, en Coupe du Monde, vous y croyez encore? Alors, moi, j'y crois. Parce que ces gens n'ont jamais dominé. Ils n'ont jamais dominé le Cameroun. Mais quand même sur votre propre stade. Oui, c'est pas grave. On a gagné. Nous aussi, on a gagné par ailleurs, chez d'autres. Non, moi, je crois qu'il faut que les gars soient concentrés. Il y a 2 buts au moins marqués là-bas. On peut marquer les 2 buts. Ça, je le pense sincèrement, on peut marquer les 2 buts sans encaisser. D'ailleurs, même si on encaisse, l'essentiel, c'est de gagner. Il faut qu'on gagne cette équipe chez elle et moi je pense que c'est possible. C'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous. On reçoit Chad Dikam, il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'UMRC. Bonjour Monsieur Dikam. Bonjour Leila, bonjour à vos nombreux téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes et heureux de retrouver votre plateau. Surtout de retrouver l'honorable Samuel Maud. Je ne peux me retenir. Je veux dire, j'ai remarqué, je vais partager également ce constat avec les téléspectateurs, peut-être qu'ils ont fait la même remarque. Alors, j'ai remarqué que chaque fois que Charles Dikam est face à Samuel Maud sur le plateau, il est, je vais dire, moins incisif. Oh là, non. Nous avons, il ne faut pas être son avocat de façon, mais nous avons un respect mutuel. C'est le cas d'ailleurs avec Ombazim, c'est la même chose. La plupart de cas, quand vous me voyez sur un plateau de télévision, je me fais difficilement agresser. Est-ce que j'ai une poule de perpète? Je ne sais pas très bien, mais je crois qu'il faut également avoir des relations transversales qui fait qu'on peut discuter sans toutefois s'invectiver. Peut-être qu'il faut laisser à Charles Dikam le soin de... Il n'a rien à dire sur le sujet. Non, tout est dit et bien dit. Voilà. Charles Dikam. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Cette semaine, le football également. Je pense que c'était l'actualité qui retenait l'attention de la majeure partie d'entre nous. Oui, le football. Ce match où, contrairement à mon prédécesseur en parole, je trouve qu'ils ont manqué de fighting spirit, justement. Je pense que cette équipe a manqué d'âme. Je ne les ai sentis à aucun moment révoltés. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que du point de vue tactique, effectivement, l'entraîneur a fait de mauvais choix. Il n'a pas su, le moment venu, les corriger. Qu'on voit Toko Ekambi qui est plutôt... qui joue très peu excentré, et quand il le fait, c'est pas de ce côté-là qu'il le fait. Choupo-Moting aussi, qui n'était pas vraiment dans son rôle.
Je pense qu'il y a quelque chose à revoir de ce côté-là, mais il y a surtout que ces garçons doivent avoir la niaque. Il faut qu'ils aient dans les tripes qu'ils sont face à, pour la majeure partie d'entre eux. Je pense que d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a un mondialiste parmi eux. Donc ils ont tout à gagner pour leur carrière, pour le pays, à tout donner. Tout donner. On peut justement parler du timing de l'arrivée de Rigobert Song dans la tanière. Écoutez, on ne va pas refaire le monde. Je n'aurais pas fait de la même manière, c'est sûr. À la place du président de la fédération, j'aurais laissé continuer ceux qui ont commencé pour faire le point ensuite. Là, aujourd'hui, il ne pourra ne pas être comptable. Il a eu le tort d'être trop pressé. Doucement, nous sommes pressés. Mais il a eu le tort à mon sens. Et Rigobert Song a pris une patate chaude et qui va le marquer nécessairement en cas d'échec, ces deux-là devront porter le fardeau, alors que à la base, il n'est pas le leur. Voilà. Donc, c'est le ministre Moëlle Kombi qui se pourlèche les babines. En attendant. Merci, Charles Dicap, d'être avec nous ce dimanche à côté de vous. Paul Eyoum est militant de l'Alliance des forces progressives, voilà, l'AFP. Bonjour. Progressiste, pardon, l'AFP. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Lélia, bonjour aux millions de téléspectateurs de Septembre, bonjour à tous les membres du panel, un joyeux anniversaire particulier à ma fille qui a 4 ans aujourd'hui, et aussi joyeux anniversaire au président national de notre parti, l'AFP, M. Siri Sambaka. D'accord, il est né sensiblement au même moment que le RDPC, je veux dire. Ma fille. Ouais. Date d'anniversaire, coïncidence, quelque chose de différent. Heureuse alors, coïncidence heureuse. Bon, on va pas refaire le mot. Alors, depuis sa prise de fonction à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, je suis certaine que vous l'avez remarqué également, est assailli par une foule de nécessiteux qui lui demandent de l'aide. Ils sont postés chaque jour à l'entrée de la tour de Tsinga, la FECAFOOT. Quel est, selon vous, le problème que pose cette situation? Comment est-ce que vous l'analysez? Vous savez, c'est la preuve de ce que je dis tous les jours. Les Camerounais sont des gens un peu saugrenus. Voilà un pays, dans une ville comme Yaoundé, vous avez le président de la FECAFOOT, vous avez le président de la République qui vit dans la même ville. Vous élisez le président de la République qui est censé s'occuper de vos problèmes. Vous laissez la présidence où il vit pour aller faire le sitting là-bas, lui poser vos problèmes. Vous allez perturber un monsieur qui a réussi à se battre grâce à ces gens pour arriver là où il en est arrivé, qui est président d'une fédération de football, qui est là pour gérer le problème de football. Vous allez poser vos problèmes, vous laissez le président Biya pour le poser au problème à Samuel Eto'o. Je crois que les Camerounais doivent être un peu plus sérieux. On ne peut pas continuer ainsi. Et c'est pour ça que ce pays, en réalité, il a les dirigeants que nous avons. Nous méritons ces dirigeants parce que les Camerounais ne font pas les bons choix. Samuel Eto'o est un footballeur qui a réussi le meilleur footballeur africain de tous les temps. Cela est incontestable. Il est arrivé à la FECAFOOT. Il est là-bas pour résoudre les problèmes de la FECAFOOT. Il n'est pas à la tête d'un centre social. Il y a d'autres organisations, la Croix-Rouge, l'ONU même. À la Nouvelle-Bastos, il y a beaucoup d'organisations de l'ONU, le PAM, toutes ces organisations-là, HCR et autres. Allez là-bas. N'allez pas perturber Samuel Eto'o. Ou allez voir le président de la République, le président Biya, il y a le ministère à Yaoundé. Allez les voir. Allez, excusez-moi l'expression, les emmerder. C'est eux que vous avez élus, c'est eux, ceux-là qui ont été nommés par le président de la République pour faire le travail. S'ils ne font pas le travail, mobilisez-vous pour qu'ils partent. Mais n'allez pas perturber le président de la Fédération dans ses fonctions. Ah oui. Merci d'être avec nous ce dimanche pour les news. Vous avez justement fait sourire tout le monde. Dans une correspondance datée du 8 mars, le ministre de l'Eau et de l'Énergie demande au directeur général d'INEO d'instruire ses services compétents de procéder à des délestages quotidiens des industries de la ville de Douala et environ à hauteur de 30 MW afin d'éviter le rationnement des ménages. Alors, on va commencer par vous, Martin Ambazzi. Quel est le commentaire que cette instruction suscite en vous? C'est tout simplement malheureux de voir qu'un pays comme le Cameroun, après la mise en place des programmes, des projets structurants, on se rend compte que l'énergie continue à être un problème. D'autant plus que, vous savez, le Cameroun ne devrait normalement pas, vu son potentiel naturel en hydraulique, avoir des problèmes d'eau ni de courant. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la configuration de notre économie qui est mise justement en cause. Parce qu'en réalité, on voit aujourd'hui la partie énergie, mais dans la partie énergie, il y a autre chose sur laquelle on a été amené à s'accroboter. C'est-à-dire que
ça traduit l'échec, ou l'inefficacité des politiques économiques mises depuis 60-70 ans. Et malheureusement, en économie, il y a un lien direct entre la croissance économique et la croissance de la population. Et il me semble que le Cameroun, justement, à travers tous ces programmes économiques qui nous sont dictés, parce qu'en réalité, moi, j'ai toujours pensé que, de même que l'Occident, ceux qui détiennent le capital aujourd'hui, nous impose certains programmes, nous impose des importations, c'est comme ça, et de la même manière qu'on nous a imposé les programmes économiques qui ne marchent pas. Je vous dis, je vous modifie, si nous continuons à mettre... On nous les a imposés, le Cameroun aurait-il pu faire autrement? On ne peut pas faire autrement avec les politiques actuelles. Écoute, on ne peut pas faire des miracles. Vous verrez que, madame, excusez-moi de vous le dire, on ne peut pas traverser 5% de croissance avec les politiques. S'il n'y a pas de rupture, il n'y aura pas de miracle. Économiquement, il n'y aura pas de miracle. Ces politiques économiques sont adossées sur les accords de coopération. On ne peut pas continuer à faire tourner les Camerounais, les Africains en bourrique, alors qu'en réalité, les mains sont liées. Il n'y a personne qui peut faire mieux aujourd'hui, moi je vous le dis. Ou alors ceux qui vont arriver, tant qu'il n'y a pas un discours de rupture, ne pourront pas faire mieux, ça je vous modifie. Parce que dans la traduction des programmes, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit qu'avant de parler économie, alors j'ai d'abord voir tous les dictats qu'il y a eu dans tous les accords. La base est de là. C'est-à-dire qu'on a orienté les Camerounais à faire des choses qui vont être vendues par ceux qui vont déterminer les prix. C'est-à-dire qu'on a abandonné ce que nous devons, nous d'abord, consommer pour mettre tout le paquet sur ce qui va être exporté. Mais quand c'est même exporté, ça, quelle valeur? Une valeur inutile. Donc, on nous a endormis et on nous a empêché de regarder la réalité. Il est évident qu'on ne peut pas s'industrialiser s'il n'y a pas d'énergie. Alors, comment pouvez-vous dire aujourd'hui que pendant qu'on nous parle de SND, de 30, on nous dit aujourd'hui qu'on rationne les entreprises. C'est ces entreprises qui créent l'économie, le business, la valeur ajoutée. Donc, moi, je me dis que c'est le ministre de l'énergie et de l'énergie, l'eau et courant, et qu'il n'a pas les coups de franche en ce qui concerne la partie économique. Parce que quand vous dites ça, je ne sais même pas s'il est conscient. Si on avait eu une bourse qui tournait bien, je vous jure que des valeurs allaient bouger, ça allait bousculer, ça allait baisser, parce que ce n'est pas une parole crédible. Ce n'est pas crédible. Au contraire, on a besoin d'énergie pour pouvoir produire. Et le véritable problème aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on a l'impression que tous les plans, parce qu'on nous dit, faites ceci, on fait, faites ceci, on fait. Non, on nous a endormis. Même le Cameroun était la première puissance avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment ça s'est passé, que pour pas extraordinaire, le Cameroun se retrouve à laisser le cacao. Mais maintenant, on nous dit, ce n'est plus ça. Il faut maintenant faire les APE, parce qu'on se rend compte que, vu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Russie, vous comprenez que nous sommes morts. Hein. Parce que nous n'existons pas, parce que nous n'avons jamais existé, nous avons fait des politiques qu'on nous a dictées, et je pense qu'il est temps, vu ce qui s'est passé, de mettre sur pied des politiques qui sied à notre environnement. D'accord. Alors, Charles Dicam, comment est-ce que vous percevez cette mesure-là? C'est un aveu d'échec. La politique énergétique a été mauvaise. Et comme disait M. Ombazing, comment voulez-vous que ceux qui sont supposés créer de la richesse, qu'on leur demande, qu'on les mette sous restriction? Ça veut dire que nous nous sommes nous-mêmes tirés une balle dans le pied. Et effectivement, en produisant cette correspondance, je ne sais pas si Monsieur le ministre s'est imaginé ce que ça pouvait avoir comme effet sur ceux-là qui sont les propriétaires de ces entreprises, de ces grosses structures. Déjà, avant même qu'ils ne le disent, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient obligés d'avoir recours au groupe électrogène, très souvent. Mais alors, maintenant qu'il l'a dit, ça veut dire que la situation va encore empirer. Parce que maintenant qu'il le dit, ça va être pire qu'avant. Non, il y a un gros problème et il ne peut pas se résoudre en un clin d'œil. Comment dirais-je, il faut complètement restructurer cette politique économique. Il faut la reprendre à zéro. Et c'est pas l'histoire d'un jour. C'est une volonté politique aussi. Mais qu'hélas, je ne pense pas que nos dirigeants actuels peuvent entreprendre ni même mener, parce qu'ils sont nés et ont grandi et ont travaillé avec un logiciel qui est celui qui vient d'être parfaitement décrit. Il
des gens ont parfois ont repris le président de la République qui disait qu'il était l'un des meilleurs élèves de la France. Malheureusement, il en est ainsi. Et lui et tous ceux qui sont aux manettes aujourd'hui dans notre pays ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font là. Donc il faut une rupture. Et c'est l'une des propositions, nous en sommes une, comme d'autres partis politiques. Et il faut reprendre les choses à zéro. Il faut avoir les coudées suffisamment franches. Ça veut dire n'avoir été ni de près ni de loin mêlé à ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui pour pouvoir le remettre en question. Et c'est de ça qu'il est question. Mais l'énergie, ça va être un. Si vous dites n'avoir ni de près ni de loin avoir été mêlé à ce qu'on fait aujourd'hui, on pourrait quand même faire le reproche à votre... C'est une parenthèse, hein, on pourrait quand même faire le reproche à votre président. Alors si je veux être logique, envers moi-même, aujourd'hui, sur un autre plateau, je me posais la question de savoir que faisait M. Dion Ngouté. Alors si lui, Premier ministre, je me pose la question, vous imaginez bien un secrétaire d'État. Je peux vous poser la question, que fait M. Momo? D'après vous, il fait quelque chose? Il ne fait rien. Quand vous avez Laurent Esso, ministre d'État comme patron, vous ne faites rien. Que ce qu'il veut bien vous donner. Dans l'organigramme. Non, il avait une mission et qu'il a remplie. C'était Bakassi, point. Voilà, c'est tout ce qu'il a eu à faire. Pour le reste... Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été, je veux dire, il a été ministre de ce pays. Non, personne dans le régime Biya ne peut être comptable sinon que M. Biya lui-même. Parce que personne ne peut prendre d'initiative en dehors de M. Biya. C'était une parenthèse. A priori. D'accord. Oui. Alors, Samuel Motte, on y dit clairement le manque de planification dans l'utilisation de l'énergie électrique au Cameroun, à travers cette instruction du ministre Gaston Edmond-Boissonda. Oh, comment est-ce que vous voulez qu'on planifie? Vous voulez planification dans la couverture des besoins peut-être en énergie, c'est ça que vous voulez dire? Il y a une planification, parce que quand vous voyez effectivement la tendance qui existe, elle n'est pas du côté des gens qui ne font rien du tout. Je voudrais vous signaler, en 1991, je crois qu'on était autour d'une quinzaine de millions d'habitants, le taux d'accès à l'électricité était de l'ordre de 23%. Rendu pratiquement 20 ans plus tard, on est autour de 63%. Je veux dire, ça, ce sont les chiffres. Si on doit parler pour le petit peuple, dans les 23%... Mais là, je voulais te parler du petit peuple. Voilà. Revenons à un niveau où on parle pour tout le monde. Dans les 23%, est-ce que suffisamment de personnes avaient accès à l'énergie électrique? Dans les 63% aujourd'hui, est-ce que le même pourcentage de personnes... C'est bien ce que je voulais vous faire souligner quand je vous dis en 1980, on était une quinzaine de millions. Donc on vous dit seulement 23% avaient accès à l'eau et à l'électricité. D'ailleurs, quand vous dites petit peuple, je suis parmi les éléments du petit peuple. Je sais qu'en 1980, non, un peu plus avant, 1985 par là, pour pouvoir faire des révisions en fin de journée, il fallait peut-être se doter une lampe tempête. C'est pour vous dire le parcours qui a été le nôtre. Bien entendu, il ne fait pas bon d'entendre qu'effectivement, il y a un certain rationnement qui s'opère sous nos yeux. Le rationnement, par essence, effectivement, ce n'est pas une bonne politique. Mais effectivement, on pouvait avoir à un moment donné un certain nombre de contraintes qui vous amènent à prendre une décision conjoncturelle, n'est pas structurelle, celle-là. Qui consiste à aujourd'hui, comme nous voyons effectivement qu'il y a de plus en plus de sollicitations. Et à partir du moment où l'ensemble des installations qui sont en construction ne sont pas encore, n'ont pas commencé à apporter de rendement, on peut, pour que le système ne puisse pas exploser, prendre un certain nombre... Je veux dire qu'on y soit encore en 2022 avec le potentiel énergétique dont parlait Martin Ambazi, qu'on y soit encore en 2022. Oui, mais c'est une constitution permanente de la République elle-même. Elle est une constitution permanente, c'est-à-dire que, vous allez voir, là on est en train de faire des barrages. C'est vrai que le ministère de l'eau et de l'énergie nous a apporté de l'assurance que compte tenu du potentiel que nous sommes en train de créer en ce moment, on aura peut-être une tranquillité pendant peut-être de 30 à 50 ans. Mais passer les 30 et 50 ans, vous devez repartir à l'appel pour pouvoir savoir anticiper par rapport effectivement à une demande nouvelle qui va se créer. On a envie effectivement de densifier l'outil industriel. C'est à son compte défendant qui demande effectivement de faire un décalage. Parce que également la conséquence serait que, au lieu d'attendre, au lieu de faire une planification de la production, parce que là, l'entreprise peut le faire, en sachant que, effectivement, à partir du moment où on me demande de caler, moi, j'utilise l'électricité de la jour, je vais peut-être mettre le maximum d'efforts dedans pour pouvoir assurer ma production en mettant une grande charge de travail dans la journée et que je peux passer la main à un certain nombre de personnes, notamment les ménages, qui n'ont besoin de l'électricité que très souvent dans la nuit. Mais ce n'est pas une mesure qu'il faut saluer, ça c'est clair. Ce n'est pas une mesure sur ça. Mais il faut savoir vivre avec le problème également, c'est qu'il faut avoir...
aussi critiquable que les décisions puissent être, il faut avoir effectivement de l'énergie nécessaire et puis le courage de prendre un certain nombre de décisions. Je peux vous dire, privatiser Eneo, par exemple, également, ce n'était pas une décision simple à prendre. Et vous voyez qu'à travers cette nationalisation-là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises jusque-là, qui s'avèrent plus ou moins, qui sont passées pratiquement de manière indolore. Si on était resté dans la situation dans laquelle la SONEL était à l'époque, je peux vous dire que la société aurait explosé. Il y a quelque chose qui nous a été apporté, c'est que là, par exemple, le gouvernement, en fonction des contrats qu'il a passés, mais c'était un contrat qui n'était pas facile à négocier, on s'est engagé à faire un certain nombre de relèvements des tarifs, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une société qui est en équilibre et qui n'est plus fait l'objet de pension de la part du gouvernement. De la même façon, le service, quoi qu'on dise, c'est quand même amélioré. Après, maintenant, vous avez des déficiences au-delà de la production qui est peut-être pour le moins insuffisante. Vous avez également des problèmes de transport. On essaye là également de trouver une solution en créant, la Sonatel a été créée dans ce cadre-là. Maintenant, laissons-nous le temps. C'est très douloureux de ne pas avoir de l'électricité, je vous le concède, mais effectivement, surtout par qu'on n'a pas de moment, groupe électrogène. nous avons la République à sauver. Tout à côté de nous, il y a un blackout total. Nous sommes au Nigeria. Première puissance également, peut-être non pas la puissance hydraulique qui est la nôtre, mais également c'est un des plus grands producteurs. On ne peut pas seulement, il n'y a pas que l'hydraulique qui fait l'électricité. Là également, compte tenu du potentiel pétrolier qu'ils ont, on pouvait admettre que, étant un grand pays par ailleurs de 280 millions d'habitants, on ne peut pas admettre qu'il est parti. Mais pourtant, on voyait très bien que là, il y a un blackout total. Avant de parler des conséquences de cette mesure, je vais passer la parole à M. Martin Bazing, qui s'est patient avant de revenir avec Paul Youm sur les conséquences de... Non. Moi, ce que je crois, c'est que, honnêtement, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur un sujet aussi important qu'est l'énergie, pour qu'une économie décolle, on ne peut pas aujourd'hui, après tout ce qui a été mis comme moyen sur les barrages, nous dire encore qu'il faut attendre. Et dire qu'on va rationner l'énergie pour les entreprises. Je ne sais pas si vous imaginez que le paysage économique national, international, est tellement compliqué que je ne vois même pas comment on peut oser penser à une telle mesure. Que se passe-t-il? Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends pas que, avec tout ce qu'on a mis en place, après le document stratégie pour la croissance d'emploi, on est passé de ce programme à un autre programme. Nous, on savait qu'une fois que ce document arrivait à terme, que les sites allaient être à profusion pour que l'économie démarre. Il faut savoir que dans un pays qui veut produire plus, parce que le problème aujourd'hui du Cameroun, peut-être qu'on va en venir, c'est qu'on n'a pas pris la mesure, et M. Modonorambot l'a dit tout à l'heure, qu'un programme économique doit être en adéquation avec la croissance démographique. Donc ça veut dire que même les chiffres qui donnent en termes de taux d'accès à l'électricité, si ce taux était probablement bon... C'est la Banque mondiale. Non, je dis, moi je parle des réalités. Vous savez, la Banque mondiale, c'est de ça que je parlais tout à l'heure à mon introduction, en disant que nous nous sommes trompés parce qu'on a voulu être trompés. La Banque mondiale n'est pas... Même la Bible, les gens contestent la Bible. Donc moi je vous dis, je pars du principe que tout ce qui a été fait par la Banque mondiale et par le FMI a échoué. Donnez-moi un pays où les programmes économiques du FMI... Le FMI, c'est une banque. Le FMI n'est pas là pour développer les pays. Le FMI est là pour que, à chaque fois qu'un pays a fait, excusez-moi, la merde dans son économie, il vient pour vous dire, OK, on va vous donner un peu d'argent pour que vous ressortiez, mais ils ne sont pas là pour vous aider à développer une économie qui puisse vous permettre de produire plus, de faire de la croissance. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas accepter, avec tous les moyens, surtout tous les moyens financiers qui ont été mis, qu'on nous dise encore aujourd'hui que nous allons rationner les entreprises, rationner les ménages, rationner les ménages, et non les entreprises. Dans le contexte précis, qu'aurait dû faire le ministre? Le ministre doit d'abord accepter pour dire qu'il a échoué. Quand le ministre a échoué, la politique, c'est un échec. Je vous dis, madame, on ne peut pas venir dire aux Camerounais aujourd'hui qu'on va rationner l'électricité pour les entreprises. Je vous dis que c'est la catastrophe. Sinon, comment pourrions-nous, entre la guerre Ukraine-Russie, qui a changé complètement l'économie mondiale, qui va changer l'économie mondiale davantage, chaque pays devra maintenant se replier pour commencer d'abord à compter. Parce que tout ce qu'on nous a fait faire à l'époque, c'était de dire qu'on vous fait exister économiquement parlant pour satisfaire les autres. C'est-à-dire que nous créons la croissance pour les autres.
Maintenant, le modèle économique qui doit être mis en place, c'est l'inverse, à savoir que nous devons d'abord produire plus pour nous-mêmes avant de penser pour les autres. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas d'énergie, comment pouvez-vous mettre en place ce programme-là, qui me paraît le programme qui sied? Donc, moi, je veux vraiment que le ministre se ravise. Et puis, bon, ce genre de décision, je pense que ça doit être en concertation. Je ne sais pas si ça a été concerté avec les patrons. C'est-à-dire que le JICAM et tout. Parce qu'en réalité, c'est le cœur même. L'État n'est pas fait pour créer la richesse. Hein. La richesse, c'est que c'est l'entreprise. Alors, si vous dites que vous allez conditionner, vous allez rationner l'énergie aux entreprises, moi, j'ai bien peur que les 2,5 ou les 2,3 de croissance que nous attendons cette année, qu'on repasse encore en dessous, surtout qu'avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en Ukraine. D'accord. Paul Guillaume, avec vous, on parle des conséquences justement de cette instruction du ministre sur les entreprises. Déjà, pour la dame qui nous regarde, qui peut être commerçante, en fait, la lettre du ministre, c'est pour dire couper le courant aux entreprises de manière basique, triviale. Oui, c'est ça. C'est ça le rationnement, en fait. Donc, pendant la CAN, déjà, il y avait un rationnement. C'est qu'il faut que les gens sachent pour que les ménages puissent avoir l'électricité pour suivre la CAN. Aujourd'hui, on veut impacter les zones industrielles, notamment de Bonabéry et de Bassa, qui sont deux pôles économiques très importants, puisque là, on a beaucoup d'usines. Et ce rationnement, il va se faire beaucoup plus en soirée. Ce n'est pas en journée, c'est en soirée à partir de 18h, 19h. C'est-à-dire les machines ne vont pas tourner de 18h au lendemain, ce qui va impacter sérieusement la production parce que les machines, elles tournent 24 sur 24 pour pouvoir satisfaire la demande. Il faut que les gens sachent qu'il y a une saturation du réseau de transport de l'électricité. Ensuite, en février 2022, nous avons connu une baisse de la production de l'électricité et le gouvernement, il y a des travaux, a entrepris des travaux sur la ligne Bekoko, Konsama, Bafoussam, qui devaient être effectués en 2019, en prélude de la CAN. C'est-à-dire il y a 3 ans que ces travaux devaient être faits pour la CAN. Ils n'ont pas été faits, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'être faits. Et le problème du transport, du réseau de transport dont je parlais justement, c'est que les équipements, ils sont vétustes et il y a la saturation du réseau, comme j'étais en train de le dire. Dès lors, pour décongestionner donc le réseau, le gouvernement, comment ils appellent, Sonatrach, a acquis une vingtaine de transformateurs. Cette vingtaine de transformateurs, comme la malchance, apparemment, ça suit ses dirigeants. Les transformateurs sont arrivés au moment de l'installation, on découvre que ces transformateurs ont des défauts de fabrication. Donc il faut retourner sur un fournisseur qui est turc. Et il faut au minimum 6 mois pour que ça revienne encore au Cameroun. Donc vous voyez donc que nous sommes là dans non seulement nous sommes là dans la mauvaise gestion, il y a une espèce de navigation à vue. Moi je me rappelle en 2011, je crois que c'était bien 2011, je me rappelle, le président de la République qui allait dans la forêt pour aller à l'inauguration Lompanga, Mevele, Mekin. On nous faisait, c'était un random, tous les médias pro-régime nous disaient comment l'électricité au Cameroun, le tout, si on va devenir comme Las Vegas en termes d'électricité. Et au final, on se rend compte, plus de 10 ans après, il n'y a toujours pas d'électricité. Les ménages vivent les délestages. Après la CAN, c'était une catastrophe. Les petits commerces, sur les couturiers, les dames qui sont dans la couture, les cordonniers, les chaudronniers, les mécaniciens, tous là, ils ont subi les foudres de délestage. Et les Camerounais qui nous regardent, il faut qu'ils comprennent que Eneo n'est pas responsable. Eneo n'est qu'un commerçant. C'est-à-dire que lui, il ne vend que l'énergie qui est mise à sa disposition. C'est Sonatrach qui gère le transport de l'électricité et Sonatrach dépend du gouvernement. Ça veut donc dire que c'est le gouvernement qui est incompétent en matière de production d'électricité. Au temps du président Ahidjo, vous avez le niveau de lac d'eau. Le président Ahidjo avait déjà prévu que le barrage de lac d'eau pouvait avoir 2 équipements supplémentaires. Mais on ne sait pas ce qu'on a fait. On est allé nous installer des affaires dans le sud où jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas le résultat. On nous parle encore de nouvelles constructions des barrages. Et dans la lettre du ministre, il parle d'un déficit de 30. D'autres sources parlent que c'est plutôt de 65 milliards. Donc, au final, on a l'impression que le temps passe, on revient sur les mêmes problèmes, on investit sur les mêmes choses et au final, on n'a pas de résultat. Donc, à un moment donné, il faut qu'on tire les conclusions que ce gouvernement, lui-même, il reconnaisse qu'ici, nous avons été dépassés. Est-ce que nous ne pourrions pas changer notre façon de voir? Je vais revenir à ma deuxième prise de parole sur les APE, parce que les APE que M. Maton m'a dit, c'est très important. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, je ne sais plus quel examen je préparais là, c'était des tests, et on avait posé une question sur les APE. J'étais farouchement opposé aux APE. Et il y a une étude qui a été faite récemment.
les entreprises, les grandes entreprises ont bénéficié à 84% des APE. C'est-à-dire que même les PME qu'on croyait privilégiées, elles sont totalement perdantes là-dedans. Je vous dis, c'est parce que je n'ai pas mené cette étude ici. Allez voir cette étude, je vous l'enverrai. Un jour, on fera un débat dessus. Donc, les APE même que les gens nous ont présentés comme la panacée, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à ce qu'on cherchait en termes de développement économique, de partenariat, c'était le folklore. Et aujourd'hui, la réalité nous rattrape. 5 ans après, les résultats, ils sont là. Moi, dans ma formation, je peux discuter des déclarations, mais je ne peux pas discuter avec les chiffres. Les chiffres, ils sont clairs. On fait une interprétation. Les chiffres, ils sont là. Le gouvernement, en matière d'énergie, il est échoué. Pour les APE, il nous a donné une mauvaise orientation. Monsieur Mout, lui, à l'époque, il n'était pas à l'Assemblée nationale, mais ses camarades du parti, ils ont voté les APE, parmi lesquels des chefs d'entreprise. Et monsieur, on va encore dire quelque chose qui attire mon attention. C'est il a parlé du GICAM. Est-ce que le gouvernement se concerte souvent avec les associations? Le gouvernement, ici au Cameroun, on décide seulement, on croit qu'on est peut-être à la 3e République en France, on décide ou bien la monarchie sous Napoléon, et puis on surprend tout le monde. Oui. Non, c'est pas sérieux. Non, ne faisons pas souvent des mélanges de genre. Quand il y a un thème de débat qui est posé, restons sur le thème de débat. Tout ça, c'est raison, bien sûr, c'est la mauvaise gouvernance. Vous aimez bien ce thème-là. D'accord, puisqu'on reste sur le débat, j'aimerais qu'on souligne l'impact justement de cette mesure sur l'entrepreneuriat. Non, mais justement, sur l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est pour vous dire effectivement qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui raisonnent dans les cabinets ministériels. Et nous, chaque fois que nous nous mettons, nous pouvons avoir une prise de parole, nous avons tendance à aller enseigner un certain nombre de vérités. Pourquoi est-ce qu'on fait cet arbitrage? Il est peut-être désagréable, certes. Pourquoi est-ce qu'on fait cet arbitrage? Mais c'est peut-être parce qu'on peut penser qu'en matière d'approvisionnement en énergie électrique, les sociétés peuvent avoir une solution alternative pendant la nuit, en utilisant un certain nombre de matériels qu'ils ont à leur disposition, ce qui n'est pas le cas des ménages. Et donc, on peut faire cet arbitrage en disant, en attendant que la bourrasque passe, on va faire en sorte que le Cameroun continue à vivre. Attendez, Léla. Est-ce que oui. On part du principe que ça va demander un surcoût dans la production, je veux dire un moyen financier. Est-ce qu'au finish, l'impact ne va pas plutôt se ressentir sur les petits ménages? C'est une possibilité. On n'exclut pas, mais l'intérêt supérieur, c'est lequel? C'est de faire en sorte qu'on ait une société encore harmonieuse. Je veux dire, on a l'électricité, mais les répercussions, c'est finalement dans les marchés. Je dis bien que c'est une possibilité, mais au moins, il y a un moindre mal. Il y a un intérêt supérieur à sauver. Dans le cas d'espèce, Dans le cas d'espèce, c'est quoi l'intérêt? Non, mais vous continuez à vous fournir de l'électricité. Ah, mais vous savez, on utilise de plus en plus un terme savant, qui est celui de rationnement. Il y a quelques années, on disait délestage, qui était encore un mot, à mon sens, plus abject. Délestage. Parce qu'il arrivait très souvent que vous restez dans votre quartier deux mois sans avoir de l'électricité du tout, parce qu'on a délesté. Dans le cas d'espèce, il s'agit tout simplement d'une certaine rotation qu'on essaie d'établir, qui, à mon sens, n'est pas non moins contestable, mais en réalité, on essaie de trouver une solution de rechange. Moi, je suis quelqu'un d'angoissé. Vous dites effectivement, au point final, on n'a rien eu. Paul Youm, moi, quand je traverse, je suis en voiture pour aller à Yaoundé ou faisant un chemin retour. Il n'y a même pas d'éclairage public. Attendez, oh là là. Il y a quelque chose sur lequel je vais attarder de manière systématique en traversant la Sanaga. Est-ce que l'eau continue à couler? Et nous sommes au mois de mars aujourd'hui, vous allez bien voir, repasser par là-bas, vous allez voir qu'il y a de l'eau qui coule. L'eau continue à couler au mois de mars. Avant, il ne coulait pas à cette période de l'année. Parce qu'effectivement, la CCRF faisant. Mais le fait qu'on a mis un certain nombre de barrages de retenue à un niveau continue à faire que cette usine-là de la Sanaga continue à fonctionner. Et dans le cas de ce fonctionnement-là, il arrive effectivement aujourd'hui que le flux n'est pas encore complet, optimisé, de telle manière à ce que quand on produit 1 kWh d'électricité, 6 kWh arrive au ménage, on cherche des solutions. Et là également, il dit... Avoir joué également de marchand, ce n'est pas signe d'incompétence non plus. Il y a effectivement, peut-être si vous m'apportez la preuve de ce qu'au moment de faire un choix de la personne qui devait livrer, on a porté le choix sur une mauvaise personne, à ce moment-là, je pourrais vous donner raison. Mais dans le cas d'espèce, il y a une matière qui est arrivée, vous l'avez vous-même souligné, qui n'a pas été mise en place, implémentée, tout simplement parce qu'il y avait des défauts de fabrication. Je voudrais terminer là. Il n'y a pas de tests qui sont QHSE, bien sûr, contrôle qualité. Avant que les équipements n'arrivent au Cameroun.
Bon, admettons que ces tests ont été réalisés et que ce soit uniquement au Cameroun qu'on réalise que c'est... Il n'en reste pas moins que l'intention d'apporter une solution à un problème qui se pose a été démontrée et que de toutes les façons, s'il y a dans la chaîne, effectivement, de l'approvisionnement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail, effectivement, cette personne-là doit être sanctionnée, y compris dans les équipes internes de son ATREL, qui était en charge, effectivement, de sanctionner qu'une fois que le matériel est arrivé ici, là, il devait être en bon état de fonctionnement. Pardon? Je veux dire, en gros, c'est toujours, il y va de la responsabilité de l'État si le matériel est défectueux. Parce que oui, non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour me débiner par rapport aux responsabilités. Une acquisition performance doit également inscrire dans sa démarche la chaîne de responsabilité de telle manière que lorsque vous avez fait un travail, on l'évalue et on sanctionne. Et quand on dit qu'on sanctionne, ça ne peut pas dire que c'est un terme nécessairement négatif. Ça peut vous donner lieu également à une promotion parce que vous avez très bien travaillé. Dans le cas d'espèce, si effectivement il y avait un contrôle qui devait être fait depuis la Turquie, pour pouvoir au moins gagner en temps et que ce contrôle n'a pas été fait, la personne qui n'a pas fait son contrôle doit être sanctionnée. Et là, il n'y a aucun problème. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à mon ami Ombazim, je le suivais très souvent. On a eu des échanges sur plusieurs débats. Je le voyais souvent comme étant une personne, je viens de découvrir là aujourd'hui qu'il est un altermondialiste convaincu. Je ne suis pas dans l'altermondialisme en ce qui me concerne. Je considère effectivement que nous avons une marge de manœuvre en ce qui concerne notre développement. Nous avons des partenaires extérieurs avec lesquels nous travaillons, y compris la Banque mondiale, et que de toutes les façons, je ne peux pas m'inscrire aussi grand intellectuel qu'il a été dans la lignée de l'étudiant premier. Non, ce que je veux dire, en fait, déjà, pour partir des barrages, pour revenir vers les transformateurs, c'est déjà un échec. Parce qu'on avait mis des barrages pour que... Parce que ce qu'il faut dire aux Camerounais... Au moins, on les a construits. Ce qu'il faut dire aux Camerounais... Ils seront là. C'est qu'il y a des surcoûts. Oui. C'est comme quand vous avez un groupe. Les entreprises aujourd'hui, vous allez dire, OK, elles ont des moyens. Mais ces entreprises-là verront leurs bénéfices baisser parce qu'il y a les charges qui vont augmenter. C'est du b.a.-ba. C'est pareil pour l'État. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose qu'on nous parle encore des transformateurs aujourd'hui. Mesures exceptionnelles. Mais ces mesures, on continue. C'est pour ça que je dis, en fait, je ne suis plus... Vous êtes d'accord, je suis d'accord avec vous de dire que j'ai toujours eu à avoir... Mais est-ce que je ne dois pas changer quand je vois que ça ne va pas? C'est la question. Quel aurait dû être le palliatif? Non, nous sommes en train de... C'est plus loin que ça. Nous sommes en train de parler de politique économique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui arrive là, c'est la conséquence des mauvaises politiques économiques. C'est ça que j'ai dit, vous n'avez pas compris ça au départ. Ça veut dire qu'en fait, les modèles qui ont été, les modèles sur lesquels nous surfons depuis 60 ans, montrent leurs limites aujourd'hui. Au niveau de l'énergie... Depuis 40 ans. Moi je dirais... 20 ans, avant au moins, on a vu les choses. Monsieur You, vraiment, je préfère rester dans mon domaine. Je dis ceci. Hier, j'étais d'accord pour dire que non, OK. Mais comme je vois que ça ne marche pas, on va tourner en rond. On ne va jamais résoudre le problème de la balance commerciale. On va tourner en rond, on ne va pas résoudre le problème de l'énergie. Voilà. Parce que justement... Ces modèles-là ne marchent pas. Je ne suis pas à terre mondialiste. Est-ce que la démocratie, la vie sociale elle-même est une construction permanente? Il nous arrivera toujours on nous demandera toujours d'un jour à l'autre de nous améliorer, de nous adapter. Maintenant, il ne faut pas condamner dans l'absolu le fait que nous ayons critiqué pendant un moment le café, le cacao. Parce qu'en plus, quand tu parles de la balance de paiement, qu'est-ce que nous avons à offrir? Il a envisagé tout à l'heure les problèmes des APE. Il était contre, moi j'étais pour. Parce que j'estime également qu'un consommateur camerounais ne peut pas être condamné. C'est une parenthèse. Oui, c'est vraiment une parenthèse. Est-ce que vous êtes toujours pour? Je suis toujours pour. Je suis toujours pour. La première conséquence, le premier résultat, c'est que contrairement au discours alarmiste de l'époque, il n'y a aucune PME qui s'est effondrée parce qu'on a ouvert nos frontières. Et ce que je voulais dire là, je ne veux pas être condamné à la médiocrité sous le prétexte du nationalisme. Quand on dit à un certain nombre d'industriels d'être performants dans ce qu'ils mettent sur le marché, ils doivent être performants. Et le fait effectivement d'être concurrencés par d'autres personnes qui viennent de l'extérieur vous amène à vous améliorer. Et d'ailleurs, c'est cette amélioration-là que vous demandez de manière permanente. Quand ils hurlent sur nos têtes, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon, on finit, une fois qu'on a intégré cette image-là en disant qu'on a à côté, on dit qu'on n'est pas bon, on finit par s'améliorer. Et dans le cadre de cette amélioration-là, les APE ont tendance à y contribuer. Par contre, il y a un certain nombre, effectivement, au niveau des APE,
un certain nombre de récriminations que l'on peut avoir, parce que vous voyez très bien qu'aujourd'hui, le coût du ciment devait baisser. Il ne baisse pas. Tout simplement pourquoi? Parce que là également, il y a des effets d'aubaine qui font que les gens ont changé leurs sources d'approvisionnement et ils prennent les marges pour elles. On parle aujourd'hui de la vie chère. Il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été apportés par le gouvernement en la matière, mais à la ligne, quand vous faites une étude rationnelle, vous voyez très bien que chaque fois qu'on a donné, une décote, une exonération à quelqu'un, cette exonération-là n'est pas nécessairement allée à la personne qui est-elle indiquée parce que ça a été happé quelque part. Il y a effectivement, et vous voyez très bien, ces informations-là que je vous donne très souvent, ce sont des informations qui sont mûries à l'intérieur des cabinets ministériels et qui cherchent en permanence une solution. Les solutions ne sont pas trouvées, elles mettent du temps à être mises en œuvre, certainement, mais elles sont... Ils sont là pour trouver les solutions. C'est pour ça qu'ils sont dirigeants, ils sont là pour trouver les solutions. Mais ce que je veux dire, oui. Je continue à penser ça. Nous devons continuer comme ça. Moi, je ne suis pas un politique. Donc, on doit continuer. Non, c'est pour ça que c'est une constitution permanente. Si on continue comme ça, c'est une constitution permanente. Jamais on ne pourra créer lutter contre le chômage. Jamais on ne pourra résoudre la pauvreté. Je pense qu'à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut tout chambouler, mais je pense quand même que les modèles économiques que nous avons appliqués depuis lors ne marchent pas, ne sont défaillants. Et aujourd'hui, l'énergie n'est qu'un indépendant. Aujourd'hui, l'État va encore creuser dans son budget pour essayer d'amener les palliatifs. Je vous ai dit que les transformateurs génèrent encore des coûts supplémentaires. Lorsqu'on met un transformateur sur le fouet, le pétrole va coûter de plus en plus cher. Vous savez que le Cameroun a un problème aujourd'hui. Là encore, c'est l'état des politiques économiques où on nous dit, vous avez un produit que vous produisez chez vous, mais vous ne pouvez pas le consommer vous-même. Je vous rappelle que toutes les hausses qui devaient être à notre profit aujourd'hui sur le marché international en ce qui concerne le gaz et le pétrole, on n'en profite pas parce que nous achetons notre pétrole. À partir du moment où on vend à un prix qui est aujourd'hui élevé et qu'on achète aussi à un prix qui est élevé, au final, le Cameroun perd. Parce que quoi? Nous avons fait des mauvais choix économiques au départ. Je vais finir par là pour vous dire que moi, je ne parle pas du principe que c'est pendant les 40 dernières années. Non, ce n'est pas les 40 dernières années. C'est depuis les 60 années. Je vous rappelle, quand Taïdjo, le président Taïdjo, créait les entreprises, elle n'était pas vouée à faire du résultat. Hein. Elle n'était pas vouée à faire du résultat. Aujourd'hui, on parle de résultats. Les résultats n'ont jamais été l'alpha et l'oméga des entreprises créées au Cameroun. On créait des entreprises pour donner le sentiment qu'on était devenu un État indépendant, souverain, et pour donner des emplois. Vous croyez qu'on a créé la Camer parce que la Camer devait gagner de l'argent à l'État? Non. La plupart des sociétés qu'Aïdjo créait, c'était pour dire que j'ai de l'argent hors budget, je peux le dépenser. À partir du moment où on intègre l'argent du pétrole dans le budget, les marges de manœuvre sont devenues très, très difficiles. Alors, au lieu que, face à cette configuration, on passe à autre chose, on a fait que appliquer ce que le FMI, la Banque mondiale, et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une économie qui va de plus en plus souffrir. Ça, ce n'est que le début. Et si la guerre entre l'Ukraine et la Russie dure seulement 6 mois, Madame Lila, je vous donne le rendez-vous, vous allez voir ce qui va se passer. Comment on sort de là, Charles Vicquin? Comment on sort de là? Dans la configuration actuelle, je ne pense même pas qu'on ait de marge de manœuvre, puisque rien n'est décidé chez nous. Tout est décidé ailleurs, et ailleurs, eux-mêmes, ils ne savent pas où ils en sont. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a aucune marge de manœuvre, et on en sort. On pourra commencer à envisager d'en sortir quand la guerre sera achevée. Seulement quand elle sera achevée. Tant qu'elle ne l'est pas, on ne peut rien prévoir. Du tout. Alors, hausse effective de la baguette de pain, alors que je veux juste rajouter autre chose. Oui, rapidement. Oui, rapidement. Je ne veux pas revenir sur les APE parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais je veux juste dire à M. Modessu que lui qui était d'accord, aujourd'hui, nous avons perdu les taxes douanières chez les APE. Les produits qui sont commercialisés, ils existaient déjà avant. Non, ces produits existaient. Il y avait déjà la concurrence. Ce n'est pas comme si c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire les produits étrangers en termes de qualité, ils existaient déjà sur le marché. Nous avons perdu les taxes douanières. On espérait pouvoir rendre nos entreprises un peu plus compétitives au niveau international pour pouvoir exporter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, quand on fait quand même un bilan, il faut reconnaître que le Cameroun n'est pas gagnant 5 ans après. Peut-être. Il faut d'ailleurs saluer des organisations comme le BMN, le bureau de mise à niveau des entreprises, par exemple, ici géré par Mme Chantal Elombat,
Voilà des gens qui travaillent. Mais aujourd'hui, nos entreprises ne sont pas arrivées au niveau auquel nous aspirions pour pouvoir être compétitifs. Mais Maintenant, ils ont intérêt, effectivement. non, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Mais en attendant, nous devons protéger l'économie nationale. Nous sommes d'abord des Camerounais, nous devons protéger l'économie nationale. Maintenant, pour l'électricité, la solution que nous préconisons, c'est qu'on déconcentre la production d'électricité. Parce que le fait d'avoir une grande production, un transport qui va un peu partout, on paie 30% dans le transport d'électricité au Cameroun. Or, si par exemple Douala a sa production, la Sanaga a sa production, je parle des villes spéciales où on utilise, des villes spécifiques où l'électricité est fortement demandée, notamment les villes où il y a des grandes usines. Anchang, par exemple, il y a 20, il y a 30 ans, là-bas, il y avait une petite production d'électricité locale. On ne connaissait pas les délestages, mais dans d'autres localités, il y avait. Donc, on peut décider, au lieu de construire des grands barrages, où on prend l'argent des Camerounais, on investit des milliards pour ne pas avoir d'électricité, on peut investir sur des barrages moins grands qui soient à proximité des populations, qui vont produire là de telle sorte que les populations dans la zone, elles auront l'électricité en permanence parce que l'électricité est produite là. On n'a pas besoin de grands matériels pour faire le transport un peu partout. Non, c'est juste là, sur place, l'électricité, elle est produite et elle vous trouve directement là où vous êtes. Admettez quand même pour les Youm que c'est une solution alternative à étudier, ce n'est pas de la science infuse. Bien sûr. Cause effective de la baguette de pain, alors que le gouvernement demeure muet sur le sujet. Les boulangers ont affiché les nouveaux cours dans les espaces de vente. Quel est le regard, on va commencer avec vous, Samuel Mota. Quel est le regard que vous portez sur cette situation? Je veux dire, est-ce que ça a une réelle incidence sur vos finances? Aussi longtemps que je mangerai le pain, ça aura une incidence sur les finances de tout le monde. Et ça, c'est clair. Maintenant, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des mesures très souvent qu'on prend à son corps défendant, mais qui s'imposent à nous comme étant une réalité. Et vous voyez, d'ailleurs, quand vous dites on a augmenté, ça veut dire que ce sont des produits qui sont plus ou moins administrés. Ils sont administrés parce qu'effectivement, on ne voudrait pas qu'il y ait une flambée dans ce cadre-là pour ne pas amenuiser le pouvoir d'achat des citoyens. Et c'est pour ça, effectivement, que l'on regarde. Maintenant, je me pose effectivement des questions. Ça fait partie des questions que nous posons au ministre. Est-ce que vous avez suffisamment de bons indicateurs? Vous avez des indicateurs qui vous permettent effectivement de jauger du niveau de la transparence des prix dans ces matières-là. Que ce soit le ciment d'ailleurs, que ce soit le pain, que ce soit le riz, que ce soit... Parce que c'est des produits, effectivement, pour lesquels nous pensons qu'on ne peut pas faire l'économie d'une administration quelconque. C'est-à-dire qu'à partir du moment, notamment, ça a été le cas en 2008, où lorsque les gens ont commencé à dire nous avons faim soi-disant, on a dit effectivement il va falloir qu'on apporte un certain nombre de solutions, notamment en enlevant les droits de douane. Une fois qu'on a enlevé les droits de douane, il faut qu'on ait des outils de suivi qui nous permettent de dire effectivement que voilà la répercussion que ça peut avoir sur le panier de la ménagère. Or, très souvent, qu'est-ce qu'on a constaté? Pendant que nous faisons les évaluations au Cameroun, les produits coûtent encore plus cher qu'ailleurs. Notamment, par exemple, le même pain que l'on nous vend ici à 150, il coûte moins cher au Tchad, qui par ailleurs a des frais de transport également à exposer. Et dans ce cadre-là, nous pensons effectivement qu'il faut que le gouvernement soit suffisamment plus vigilant, de telle manière à ce que les incidents, les incitations qui sont très souvent allouées ne soient pas, concentrées entre les mains des personnes effectivement auxquelles d'ailleurs ils ne sont pas destinés. Quand on fait une décote de prix, quand on fait une décote de droits de douane, ce n'est pas pour le commerçant, c'est pour le consommateur. Et là, quand on en arrive effectivement à augmenter, c'est qu'effectivement, après étude faite, on se rend bien compte que l'objectif n'étant pas celui d'appauvrir non plus l'industriel, il faut avoir un partage de conséquences inflationnistes où on donne une partie en disant qu'il peut augmenter, mais en sachant qu'également, y compris lui-même, mais ce n'est pas dans l'augmentation, il croit qu'également il perd un peu de la marge. Charles Djikam, pour le pain de 127 francs, il est désormais vendu à 150 francs et celui de 50 francs est passé à 60 francs. On se souvient que le ministre du Commerce avait fait une sortie pour dire effectivement que le prix du pain allait rester inchangé. Aujourd'hui, il est passé, il a augmenté. Comment est-ce que vous analysez le silence du gouvernement face à cette augmentation? Écoutez, Leïla, je ne sais pas, je ne suis pas trop fort dans l'interprétation des silences, ni celui du président, ni celui des autres, mais je vais me risquer de dire une chose, c'est que c'est quand même curieux que des consommateurs, des citoyens, comment dirais-je, se lèvent un matin et puis se rendent compte que le prix du pain a augmenté. Sans que ceux qui étaient supposés nous l'annoncer l'aient fait. Alors, est-ce que cette augmentation, entre guillemets, est légale ou pas? Toujours est-il que la victime, c'est toujours les mêmes, les consommateurs et le pauvre Camerounais. Il est quand même impensable que, après qu'ils se soient mis d'accord avec les industriels et
sur cette hausse, puisqu'ils ont reçu une autorisation de lui pour cette hausse, qu'il n'ait pas pensé à communiquer. Ça aussi, ça fait partie des nombreux stars de la communication gouvernementale. Samuel ne me démentira pas. S'il passait moins de temps à commenter des courriers et qu'il prenait plus de temps à s'occuper du citoyen, que fait le ministre du Commerce depuis? Et ça aussi, je pense qu'à un moment donné, surtout dans des secteurs comme ceux-là, il faut savoir impulser une nouvelle dynamique de temps en temps. Ce monsieur est là depuis plus de 15 ans, je pense. Je pense que peut-être il est fatigué. Le gouvernement de 2004 fait 18 ans. Voilà, donc je pense qu'il est fatigué. Je ne pense pas que ce soit le meilleur économiste du Cameroun qu'il ait été seul à son école. C'est impensable, c'est une faute lourde et grave, qu'il n'ait jusque-là rien dit. Rien dit. Sur la base de quoi est-ce que moi je vais à Zépol, pour ne pas les citer, et puis que je me rends compte qu'il y a 25 francs, 50 francs en plus, et je paye pourquoi? Et il me l'impose. Donc, il y aura beaucoup d'autres hausses comme ça. Et là, on parle du pain parce que c'est un produit de toute première nécessité. Mais là, vous savez bien qu'au marché, tout a augmenté. Tout. On a cru à un moment donné en fin d'année que c'était parce que... Mais les prix ne sont jamais redescendus en réalité. Jamais redescendus. Donc la victime finale, c'est toujours le peuple, le bas peuple. Et il est temps quand même que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ce soit régulé tout ça. Silence coupable ou silence complice? Quel est votre commentaire quand on sait justement que ces décisions vont à l'encontre de la politique affichée de lutte contre la vie chère? Vous savez, Madame Leïla, le Cameroun est rattrapé par le choix de ses politiques économiques. Là, je suis d'accord avec M. Somba. À la différence, je ne suis pas d'accord sur les dates. Moi, je dis depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que, en réalité, même si c'est... Non, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous avez un déficit de production comme le Cameroun, que ce soit le maïs, le blé, tous les produits de base qui permettent qui sont nécessaires à la grande consommation, lorsque vous avez un tel déficit tel que le Cameroun, vous allez vous retrouver pris dans les taux ou tard. Surtout dans le contexte international actuel. Pourquoi? Parce que si le Cameroun, par exemple, avait la production de tous avait une forte production agricole, notamment en ce qui concerne les matières qui servent aux produits de base, le Cameroun devait avoir la possibilité de réguler les prix. Parce que le fait d'être producteur en tant qu'État, ça vous permet de contrôler les prix entre la production et le prix de la vente. Seulement, vous devriez juste être impacté notamment par les prix, les fluctuations des prix au niveau international pour un certain nombre de matières premières. Et ça au XXIe siècle, mon collègue. Non, je ne refuse pas, mais je dis... Tu veux réinventer non, la cause? Non, on ne sait pas qu'on veut réinventer, c'est juste que non, l'honorable, il faut comprendre que le Cameroun a la capacité. Je vous prends un exemple. Si aujourd'hui, il y a, puisque nous parlons notamment du pain, il y a ceux qui ont fait des études parlant de la farine de manioc. Or, on se rend compte que la farine de manioc, c'est même encore plus coûteux par rapport à la farine de blé. Il y avait dans ce pays quand même la sauce de blé. Personne ne va me démentir ici. Où elle est passée? Si la sauce de blé existait actuellement, on aurait une solution palliative. Malheureusement, il n'y a plus de sauce de blé. C'est pourquoi je disais à M. Mantomba que qu'on le veuille ou pas, on va voir que l'échec véritablement des politiques économiques du Cameroun, c'est sur les 40 dernières années. Parce que les comices agro-pastoraux, comme on les appelait avant, ça permettait de développer des pôles économiques, d'avoir des pôles agricoles. Comme l'honorable Mout, il est ici dans l'Uncam. Comment dans une localité comme l'Uncam, est-ce que vous savez que le coût du transport sur un produit, le coût de revient, le transport à lui seul revient à pratiquement 70% parce qu'il n'y a pas la route. Or, c'est des choses que les comices agro-pastoraux permettaient de régler parce que non seulement il y avait les routes, il y avait la production, ça créait des emplois, etc. Aujourd'hui, le prix du pain augmente parce que la Russie et l'Ukraine sont des grands producteurs de blé. Nous sommes dans un contexte qui fait en sorte qu'il y a de ce côté-là, moi je dirais une crise en Ukraine, je préfère utiliser cette expression, où il y a une crise en Ukraine qui fait en sorte que ces pays ne pourront pas produire suffisamment, surtout l'Ukraine, parce que c'est plus l'Ukraine qui est en difficulté actuellement pour pouvoir assurer la demande mondiale. Dès lors, il n'est que naturel que tout ce qui concerne la farine, c'est-à-dire le pain, les beignets, tout ce qui va avec farine, ça va obligatoirement augmenter. On a deux solutions. Soit on augmente le prix
qui condamnent le consommateur final, soit diminuer la quantité au niveau de la production pour pouvoir garder la marge bénéficiaire. Et le choix logique pour le pain, ça a été l'augmentation du prix du pain. C'est d'abord les boulangers qui ont commencé de manière informelle à imposer le prix. Après, le gouvernement les a rappelés à l'ordre pour leur dire que, cher monsieur, nous reconnaissons que oui, il y a ce problème qui est là, mais vous ne pouvez pas décider de manière unilatérale de l'augmentation du prix du pain. Nous vous rappelons à l'ordre. Ils se sont assis et finalement, ils ont décidé d'augmenter le prix du pain. Maintenant, pour répondre à votre question, le silence, c'est pas que c'est silence, c'est une absence de communication. Je ne sais pas pourquoi ce gouvernement a une mauvaise habitude de ne jamais communiquer sur des choses. Vous savez, en matière de gestion des projets, une des choses essentielles qu'on vous apprend, c'est la communication pendant tout le processus. Pourquoi? Parce que ça permet à ce qu'on appelle les parties prenantes, celles qui sont impliquées, notamment les populations, ici, d'être au courant de ce qui se passe depuis le début jusqu'à la fin. Or, on vient nous surprendre, vous arrivez le matin à la boulangerie, d'abord c'était la pénurie du pain, les premiers c'était la pénurie du pain. Après, vous trouvez que le prix a augmenté. C'est vrai, ceux qui sont aux affaires, ils n'ont pas le problème de 25 francs. Or, 25 francs multipliés par 30, ça fait quand même 750 francs. Dans un pays où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est les pauvres, ça va qu'ils auront un problème puisque c'est toujours 750 francs de déficit sur le petit revenu des Camerounais. Donc, il faut, ça c'est juste pour une baguette. Moi, j'ai vu un reportage, une dame qui est commerçante de haricots, elle dit qu'elle vendait pratiquement 80 pains, mais récemment, elle n'en vend que 25 à 30, une vingtaine. Donc, vous voyez donc que nous sommes là dans une situation où, quand le veut pas, ça peut faire sourire l'honorable Mout. Ton élasticité entre les quantités et les prix me semble tellement disproportionnée. Non, c'est normal. Quand on a l'Assemblée nationale, 25 francs, ce n'est pas grand-chose. Mais le Camerounais, il va ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a, bien sûr. Que ça a une incidence sur ses revenus. Pardon? Il a dit que ça avait une incidence sur ses revenus. Ça n'est pas amuser la galerie. Non, c'est pas possible. Et vous savez, il y a également il y a aussi des PME qui utilisent la farine, qui utilisent la farine dans la production d'autres produits finis. Donc, ça va impacter tout le monde et il faudra tôt ou tard qu'on change de politique économique, qu'on réoriente nos politiques économiques sur la production locale, surtout pour les produits qui vont nous permettre d'avoir une suffisance alimentaire. Et plus tard, on pourra parler d'une balance commerciale excédentaire car on peut exporter. Martin Obanzi, tout d'abord, il faut dire que le blé est au cœur justement des débats ces derniers jours, aussi bien au Cameroun qu'à l'international. Est-ce que cette augmentation était évitable? Évitable. Je parle pour le Cameroun. Non, puisque nous avons abandonné la production de certains produits, alors que nous avons des ressources. Dieu nous a dotés de ressources naturelles d'une diversité nulle part ailleurs. Quand je disais tout à l'heure que comme on importe les biens, les services, les produits, c'est comme ça qu'on importe des modèles qu'on nous demande d'appliquer. Qui vous a dit que la terre du Cameroun, depuis 60 ans, là je retiens toujours, je vous reviens là, parce que dire que ça ne marche pas, c'est comme si la politique économique ou les politiques qui étaient appliquées avant les 40 ans, que je les accepte, je ne les accepte pas. Je dis toujours que c'est la même logique. Et moi, je pense que rien ne nous interdit. On nous a confinés dans une histoire de cacao. Et aujourd'hui, nous savons qu'au Cameroun, je crois qu'il y a une étude dernièrement qui a été faite, où on nous explique qu'il y a des endroits au Cameroun où le blé peut pousser. Alors, on a abandonné ça. Pourquoi? Nous ne faisons que payer notre incapacité à sortir des moules où on nous a mis. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'avait dit. Moi, je l'ai toujours dit qu'une politique économique pour un pays comme le Cameroun, un pauvre pays comme le Cameroun, ça tient à deux choses, les importations et les exportations. Lorsque vous résolvez cette équation-là, vous n'avez pas besoin d'écrire tous les livres, vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces... Vous prenez vos importations, vous prenez vos exportations. Vous regardez vos importations, vous n'avez pas assez de devises parce que vous ne vendez pas des choses importantes. Vous laissez là, ce côté-là, même si vous avez zéro devise, si vous luttez efficacement contre les importations, votre balance commerciale se régule tout seul. Et ce qui arrive aujourd'hui par la farine, par le blé, ça va arriver partout pour tout le reste des produits. Le gaz, le matériel de construction, tout ça va arriver là. Parce que maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle ère où l'autre volet de la politique économique, qu'est la monnaie, va rentrer en jeu. J'espère que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement, où les Chinois ont dit qu'eux, maintenant, quand tu fais avec eux, c'est rien. C'est pour ça que ça nous rattrape. Quand on dit certaines choses ici, on croit toujours que nous sommes à la mode. Non, ce n'est pas la mode. La monnaie, ça fait partie
des valeurs d'une politique économique, le budget, c'est la politique économique, et le commerce. Malheureusement, le Cameroun, nous sommes privés des deux autres volets, à savoir la monnaie, à savoir le commerce, parce que nous n'avons pas fait de politique de commerce dans notre façon de voir notre économie. On subit alors qu'on ne devait pas subir. C'est-à-dire que le ministre du Commerce, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est contrôler les prix. Mais c'est les équilibres ou les déséquilibres que le ministre du Commerce constate, qu'il doit répercuter ça au niveau du ministère du Plan et de l'Économie, pour que la politique qu'on met en place soit capable de corriger. Alors, est-ce que vous pensez que, tel que nous fonctionnons, ça va durer tant qu'on ne change pas, tant qu'on ne s'assied pas pour travailler sérieusement sur une politique économique, pas de rupture totale, mais de l'intérêt de ce que dit la SND, parce que la SND dit préférence nationale. Mais les textes sont très beaux, c'est très bien écrit. Comme le DSC. Oui. Donc, en réalité, aujourd'hui, pour lutter contre ça, déjà c'est tard. On ne peut rien faire. Nous avons décidé d'opter pour l'économie du marché. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'offre et la demande. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'État doit trinquer, il doit accompagner. Là encore, pourquoi l'État ne peut pas accompagner comme ça se passe en Europe ou aux États-Unis? La planche à biais. La planche à biais, on n'a pas. Donc quand on dit ça, les gens ont pensé que c'était pour faire la non, c'est que c'est les réalités économiques, vous comprenez? Donc aujourd'hui, la vraie bataille, c'est pas les chars qui entrent en Ukraine, non. C'est que la bataille de la monnaie de référence pour les échanges commerciaux est déjà lancée. Et aucun pays au monde aujourd'hui ne peut être au-dessus de la Chine, parce que vous ne pouvez pas avoir une économie qui fabrique la croissance mondiale pour tout le monde, et vous référez à la monnaie d'une économie qui ne vit qu'à crédit, qui doit 300 milliards de dollars à la Chine d'ailleurs. Donc, je voulais seulement dire à l'honorable que lui qui porte ce que les autres disent, nous les petits gens, que les gens commencent quand même à réfléchir. Pas que nous pouvons faire notre assis, mais on peut quand même faire semblant d'avoir une politique économique qui va faire que demain matin, les Camerounais ne souffrent plus. C'est-à-dire que les Camerounais ne souffrent plus sur les 25 francs d'augmentation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous perdons entre 0,5 de croissance et 1 point de croissance parce qu'il n'y a pas de pièces. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Lorsque vous devez envoyer les enfants doivent aller à l'école le matin, c'est un calvaire. Lorsque vous voulez acheter le pain, c'est un calvaire. Ça dure depuis au moins 4 ans. On a promis, s'il n'y a pas de pièces, qu'on nous fasse la monnaie papier pour qu'on ait de la monnaie. C'est déjà tellement devenu compliqué. Là, le problème de la monnaie, comment on peut avoir une banque centrale est incapable de donner la monnaie pour que le commerce tourne au niveau interne. On ne dit pas à l'étranger. Mais c'est les Chinois qui prennent la monnaie. C'est les Chinois. Encore matin, la situation risque d'être encore plus corsée dans les jours à venir si la guerre Espérons qu'elle ne soit pas plus corsée, pour le bien de nous tous. Et espérons effectivement qu'il ne fait pas office ici là de oiseau de mauvais augure. En fait, ce qu'il dit également, c'est que le gouvernement camerounais aurait pu prendre des mesures. Aurait pu prendre des mesures. Bon, il a dit qu'on ne peut pas accompagner. On peut pas accompagner. Mais en misant un peu plus sur la production locale. Oui, la preuve, c'est que les entreprises, vous avez tout fait. On a baissé la fiscalité. On a fait ci, on a fait ça. Vous voyez que ce n'est pas ça. C'est que les gens veulent laisser la trésor, le fonds de roulement. Et là-bas, chez eux, et ils font la planche. Quand il y a eu Covid, ils ont fait la planche en Europe. Ils ont fait la planche aux États-Unis. Aujourd'hui... Il y a très peu d'économies aujourd'hui qui font la planche à billets. Et c'est pour ça que j'ai été interpellé tout à l'heure quand j'ai dit je voulais effectivement vous parler de point de monnaie. Je vais dans un pays africain dans lequel, effectivement, ils prétendent avoir une monnaie propre. Je ne vais pas donner le nom. Non. On ne pourra pas contredire en donnant son nom. Écoutez-moi au moins, après je vais vous donner le nom. Dans lequel... Sur le plateau, si vous voulez. Et donc, je m'intéresse sur les mécanismes de fabrication de prix. Sauf que dans leur cas, ils ont un modèle économique dans lequel, effectivement, tout ce qu'ils achètent à l'extérieur est en dollars, en devises. Et malheureusement, les prix de leurs services locaux sont payés en monnaie locale. Vous connaissez le drame. À partir du moment où il y a une érosion de la monnaie locale, vous tendez très directement vers une zone de perte. C'est-à-dire que vos prix à l'extérieur sont en dollars, donc figés,
Et vous avez une érosion monétaire sur le plan national qui fait que les prix, en réalité, ne peuvent pas couvrir les dépenses que vous avez faites en amont. Et je leur pose la question, comment est-ce que vous faites pour survivre dans ces conditions-là? Il nous dit, mais on triche. On baisse les quantités, sans crier gare. La solidité de notre économie aujourd'hui, avec effectivement cette histoire de monnaie qui remet sur la table, fait que nous avons cette stabilité-là qui est due au fait que tout s'achète en CFA, tout se vend en CFA. Et effectivement, à ce moment-là, on rentre dans une zone de transparence dans laquelle où le ministre vous dit nous avons accordé, après l'homologation, que l'on puisse augmenter de 25 francs. Ailleurs, on le camouflerait. On diminue un peu la quantité et on continue à vous dire que c'est le même pain qu'on vous vend à 125. Et c'est très bien que ça puisse être comme ça. Et c'est pour dire qu'en réalité, quand ils rentrent dans cette critique acerbe des politiques économiques qui nous ont été inspirées par... Moi, je voudrais être modéré en la matière. En lui disant notamment, le DSE est de notre inspiration. Vraiment de notre inspiration. Après, on peut contester si on veut être marxiste, capitaliste, libéraliste, et ainsi de suite. Mais au moins, c'est notre constitution. Le SND 30 également, c'est notre constitution. Sauf que là également, le débat qu'il remet sur la table, c'est un débat vieux, comme le monde, de l'économie. Ricardo, 1817, il pose le problème des avantages comparatifs. Qu'est-ce qu'on produit par rapport à l'avantage naturel que nous avons l'un sur l'autre? Le blé, si on trouve des moyens de substitution au Cameroun pour qu'on puisse fabriquer notre blé, très bien, allons-y. Mais là également, sur quel modèle? Est-ce qu'on continue à créer des entreprises gérées par l'État qui vont fermer 10 ans après? Quel est l'intérêt là-dedans? Et c'est toute la difficulté de mettre le SND 30 que nous soulignons quand nous avons en face de nous les ministres. Votre attitude, là, votre objectif va être louable, mais apportez-nous la garantie nécessaire de ce que ça va marcher. Parce que c'est bien beau de dire impôt substitution, on va produire localement, on va manger localement, on ne va rien faire à l'extérieur. Apportez-nous les garanties pour cela. Qu'est-ce que vous mettez sur la table pour que ça ne devienne pas seulement un slogan? Et vous voyez que c'est une préoccupation naturelle. Or, là également, vous allez être confronté à une autre difficulté. La main invisible d'Adam Smith. L'entrepreneur ira toujours chercher là où il trouve son opportunité, au-delà des problèmes de nationalisme. Si c'est plus avantageux pour lui d'aller, c'est pas moi, à... Oui, non, d'aller ici à Dubaï, d'acheter un produit, de prendre l'avion pour pouvoir le vendre 2 fois plus cher ici, pourquoi voulez qu'il aille se déranger avec cette histoire de construire une usine? De la même façon, lorsque vous avez envisagé de commencer à construire les usines, vous devez être confronté à une réalité. Vous avez besoin d'une demande locale. Vous avez besoin d'un marché local. Si ce marché local-là n'existe pas, ce n'est pas la peine de vous y aventurer. Or, la conséquence que nous avons aujourd'hui... Pour le cas du Cameroun, j'en viens effectivement... Est-ce qu'on a le marché local? Non. 25 millions d'habitants, ça ne justifie pas une grosse usine. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour ça que vous voyez effectivement dans le cadre pour pouvoir sortir. Là, par contre, à ce moment-là, je pourrais condamner effectivement les leçons qui nous viennent de l'extérieur en disant qu'on n'avait pas de raison de nous mettre en micro-État. On essaie de dénouer le tout en pensant qu'on va créer des zones économiques. Le réflexe, c'est lequel? Lorsque vous avez fait une usine ici, au Cameroun, le Congo va se sentir concerné par la même usine. Il n'y a plus de marché local dans ces conditions-là. Et contrairement à ce que les gens ont tendance à penser, Obasanjo a fait des milliards au Nigeria, c'est la croissance, la dynamique démographique qui a créé les milliardaires. Et tant qu'on n'aura pas ces problèmes-là, on en sera à chercher des solutions. Et ces solutions-là, ces contraintes, ça ne seront pas seulement les contraintes gouvernementales, elles ne seront pas seulement les contraintes du RDPC, il sera également de même les contraintes de l'AFP s'ils sont dans la même situation que nous. Allez-y, allez-y. C'est pour ça que je crois au final que vous me rejoignez, parce que tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que la croissance démographique va avec la croissance économique. En économie, à la base des théories de croissance, on vous dira que le premier indicateur de croissance, c'est la démographie. Ça, c'est un. De deux, je vous ai dit tout à l'heure que la façon et la manière dont les entreprises ont été créées au Cameroun n'était pas dans l'optique de faire du résultat. C'est pour ça qu'il y a des échecs. Parce que, par exemple, même l'État est mauvais gestionnaire. Que vous savez, au Cameroun, en Asie, l'État est mauvais gestionnaire. Ne disons pas ça. Parce qu'en Chine, ce n'est pas la même chose. La Chine qui est un pays communiste. Les entreprises sont publiques, mais elles font des bénéfices. Donc, j'ai dit ceci. Quand je dis que, en fait, on ne peut pas faire que quelque chose qui ne marche pas, on continue à appliquer. Moi, je ne comprends pas. Peut-être, monsieur, vous allez m'expliquer. Comment on peut ne pas nous remettre en question avec le système tel que nous l'avons aujourd'hui? Ça ne marche pas. On va continuer.
Mais si ces gens à qui on donne des responsabilités pour gérer des entreprises, qui sont maintenant des entreprises considérées comme commerciales, suivant OHADA, mais quand OHADA dit quoi? Entreprise commerciale dit bénéfice. Ça veut dire qu'on doit vous sanctionner, enlevez-nous ce que vous mettez là 9 ans. Comment une entreprise qui fait mauvais résultats sur mauvais résultats est sûre d'avoir ces 9 ans? Alors que chaque année, on doit vous juger par rapport à votre résultat. Donc, ce que vous dites là, c'est vous-même qui... 9 ans, c'est un plafond. Hein. J'ai dit, J'ai dit donc ceci. On ne devrait même pas avoir ça. Quand on ne devrait pas avoir ce problème, donc nous ne devons pas avoir peur de créer des entreprises publiques à vocation commerciale. Là, c'est le management qui doit suivre les objectifs en termes de performance et de résultats. De deux, comment pouvons-nous dire aujourd'hui que le marché ne se réduit que... Non, le marché ne se réduit pas. On a compris aujourd'hui qu'en dehors des projets communautaires, chaque pays doit désormais tisser des relations avec qui? Avec qui? Pour moi, RDC, pour moi, Nigeria. C'est ce marché-là que je regarde. Et j'ai toujours dit que les deux programmes, DCSE et SND, sont incomplets parce qu'ils n'ont jamais mentionné. À aucun moment, laissez-moi finir. À aucun moment, la notion de croissance démographique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que le Cameroun devrait écrire dans ses politiques économiques. Qu'on doit fabriquer les bébés? Non, qu'on doit avoir un objectif 2035 de 50 millions d'habitants. Ah voilà, mais on doit fabriquer les bébés, je suis d'accord avec toi. Sauf que mon compteur à moi s'est arrêté depuis. Attendez. Non, c'était pour vous rejoindre. Hein. Oui, pour dire que le marché en lui-même est déjà... Le Cameroun a 25 à 30 millions aujourd'hui. Mais notre objectif devrait aussi être d'être à 40 ou à 50 d'ici 2035. Bon, ça, il faut dire ça. Pour moi, c'est le allez-y, pour les Je vais dire à M. Matoma qu'effectivement, il est juste économiste. C'est pourquoi il ne voit pas l'envers du décor. Vous savez que les chiffres de la population au Cameroun ne sont pas réels. Vous le savez? Non, c'est une vérité. Le recensement a été fait en 2006, par exemple, publié en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Non, vous le savez. Je vais vous dire quoi. Une fois, j'étais à une réunion. C'était un conseil. Et puis, il y a la représentante, je crois, du préfet, qui dit qu'une ville comme Douala, qui a plus de 4 millions, toute la salle a crié et elle a fait comme ça. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait la bourde. En réalité, elle a dit une vérité que tout le monde connaît, mais qui n'est pas matérialisée. Dès lors qu'un gouvernement choisit de tricher comme ça sur la population, c'est clair elle a faussé ses programmes économiques. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça que je dis que effectivement, nous on le voit parce que la réalité c'est que le gouvernement lui-même il refuse d'être honnête au niveau de la population. Or, la carte scolaire, ça se fait à partir de la population, les programmes économiques à partir de les hôpitaux, à partir de... Or, vous venez vous communiquer des chiffres, vous savez qu'ils sont faux. Mais vous les rendez publics et vous voulez... Non. Pour vous rejoindre, vous vous souvenez du problème qu'il y avait eu entre l'ancien ministre du Plan, M. Kodok, et la directrice du BUCREP, non? Elle avait dit qu'elle ne communique pas, c'était je crois en 2005, le lancement, elle a dit qu'elle ne communique pas au ministre les résultats du recensement de 2005. Elle n'avait pas de communiqué. Alors que c'est sur cette base-là qu'au ministère de l'économie, on fait des programmes. Je vais ajouter une autre chose. C'est pour l'impact ça. Non, je vais ajouter quelque chose. Avant que l'honorable mot. C'est que j'ai voulu ajouter. Allez-y. Non, je vais ajouter quelque chose. Il s'est prévu me couper parce que ça va le toucher. Cette population que vous voyez, vous savez, les élus, on décide le nombre d'élus, la représentation des élus à partir des populations. Même lorsque la carte politique du Cameroun, les circonscriptions électorales, il y a des zones, des régions comme le Sud, il y a 11 députés. Vous trouvez par exemple qu'une région qui a une population beaucoup plus dense, un nombre de députés en termes de proportion qui est beaucoup plus réduit par rapport à la population. Or, si on donne les vrais chiffres à la population, ça va changer la configuration. Ils veulent la majorité obèse au Parlement, dans les médias. Et ils préfèrent penser à la politique au lieu de penser au développement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui sont juste là pour le pouvoir et non pour l'exercice du pouvoir. Alors que les Camerounais ont besoin de développement. On ne peut pas développer un pays quand on choisit d'être soi-même un faussaire. C'est pas possible. Aime tellement les sujets polémiques. C'est pas la polémique. On va sortir de ce sujet. Le destin de Den Alien ne me laisse pas penser que c'est la bonne voie qu'il faut suivre. Non, en réalité, on essaie de faire ce que l'on peut. Maintenant, je voulais seulement renchérir sur ce qu'il a dit tout à l'heure dans son usine de fabrication des bébés. Il est évident effectivement que notre population doit croître et c'est pour cette raison-là que vous voyez très bien qu'il n'y a pas de politique nataliste chez nous, même si
en matière de rareté des ressources, ce que les économistes du XVIIIe siècle également préconisaient, c'est de dire effectivement qu'on stoppe les naissances. Dans notre cas, on n'a pas stoppé les naissances. Mais dans le cadre effectivement de l'installation des industries, tu ne peux pas dire, Martin, que tu vas installer une industrie parce qu'il y a le marché nigérian. On compte d'abord sur le marché domestique. Parce que le marché de l'extérieur, il est tellement compétitif qu'il faut qu'on arrive là-bas avec de bons prix. Or, pour arriver là-bas avec de bons prix, il faut être sûr que ces produits ont été rentabilisés par le marché local déjà et qu'on amortit son usine. Là-bas, on va faire une vente à la marge, au prix marginal. Et c'est comme ça qu'effectivement, la plupart des économies progressent. Dans ce cadre-là, nous avons ce que je considère comme étant un handicap. Maintenant, est-ce qu'on trouvera un moyen pour pouvoir le surmonter un jour? Je l'espère bien. En fait, pour sortir de ce sujet, on a la pression inflationniste qui risque justement de s'accroître. Oui. Que pourrait faire notre gouvernement pour que l'impact, le choc ne soit pas totalement répercuté contrôler déjà le prix. Sur la population. Contrôler déjà le prix. Il faut qu'on essaie de contrôler. Mais quand il dit contrôler le prix, il faut effectivement que le ministère du Commerce ait des bons indicateurs. C'est-à-dire qu'ils disent par exemple que pour fabriquer un pain, il faut 2 kilos de blé. Et ce kilo de blé, voilà ce que ça coûte. Il faut telle main-d'œuvre, il faut tel intrant, tel intrant, tel intrant. Et qu'on réussit à déterminer un coût de production du pain. Si on n'a pas ce coût de production du pain, effectivement, on navigue à vue parce que les industriels ont tendance, effectivement, quand ils parlent de mensonges, ils voient le mensonge de tout le monde, sauf le sien également en tant qu'industriel, où effectivement les gens ont tendance à tirer de la couverture de leur côté. L'histoire de ciment dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça ne vous a peut-être pas heurté, mais à partir du moment où on dit par exemple que ces produits-là ne payent plus, notamment le clinker ne paye plus les droits de douane, on doit s'attendre systématiquement à une baisse de prix. Or, il y a même une tricherie que l'on soupçonne dans la matière. La plupart de ces gens-là, avant, s'approvisionnaient où? Ils s'approvisionnaient en Europe, en Afrique du Nord. À partir du moment où on a dit que c'est avec les pays européens qu'on a fait les APE, la source d'approvisionnement change de camp. Tout le monde déclare maintenant qu'il a acheté son clinker en France. Donc, comme il a acheté son clinker en France, les 5% des droits de douane tombent. Il faut effectivement qu'il y ait une certaine traçabilité dans le calcul du coût du kilo de ciment de telle manière. Sur la même question, Matin Basé, sur la même question, on sort de ce sujet. Je veux dire, aujourd'hui, on parle du blé. Il est possible que demain, on parle du gaz, après qu'on parle du pétrole. Et même, on a le ciment également qui commence à se faire cher et les matériaux de construction. Que devrait faire le gouvernement pour que le choc ne soit pas totalement ressenti par la population? Le gouvernement peut faire quoi? Il est mains et pieds liés. On n'est pas la poule du jour du marché. Le gouvernement n'a pas prévu. C'est-à-dire que les anticipations, qu'elles soient rationnelles et irrationnelles, doivent être faites. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a jamais été fait. Je vous ai dit que nous ne limitons pas simplement aux céréales. Tous les produits que nous importons seront impactés par rapport à la situation économique actuelle du monde. Donc, je ne vois pas comment on peut, par un coup de baguette magique, je ne vois pas comment le gouvernement peut, sinon subir, parce que... Et le peuple avec. Et le peuple avec, bien évidemment. Je vous rappelle que je vous dis que même les produits dont l'influence en termes de prix n'a aucune connexion avec l'étranger, tout a augmenté. Donc l'inflation est devenue à un niveau où c'est psychologique. Les Camerounais pensent que tout le monde doit ajouter 2 francs, 3 francs, parce qu'ils pensent que l'inflation, alors qu'en réalité c'est le marché. Bon, peut-être que les gens vont de moins en moins construire. Peut-être que si les produits coûtent cher, les gens vont moins faire des folies en matière de construction, parce que le Cameroun, c'est aussi l'un des pays où les gens construisent en désordre. Peut-être qu'au lieu d'avoir des projets pharaoniques, les gens vont réduire parce que les prix des matériaux vont coûter cher. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, je le répète encore, c'est l'occasion fait le larron. On ne doit pas sortir de cette situation que vit le monde aujourd'hui sans penser autrement nos politiques économiques. C'est dans un contexte où la grogne sociale monte de toutes parts que le RDPC a célébré sa création. Maintenant, les politiques auront plus de temps de parole. Tout à l'heure, on a donné plus de temps de parole à l'expert comptable et à l'économiste. Donc, c'est dans un contexte où la grogne sociale monte de toutes parts que le RDPC a célébré sa création le 24 mars à Bamenda. Une célébration qui intervient quelques mois après les opérations de renouvellement des organes de base dans ce parti, opérations qui ont fait grand bruit, encore que c'est un euphémisme. Samuel Motte, comment se porte votre parti rapidement au lendemain de ces opérations? Comme tout parti politique. C'est-à-dire? Avec ses réussites, ses échecs, ses angoisses, ses inquiétudes. Quelles sont les angoisses du RDPC? De savoir comment est-ce que nous faisons pour apporter une solution qui permet au Cameroun de vivre dans de meilleures conditions. C'est un sujet d'angoisse, de préoccupation permanente. C'est un sujet qui se préoccupe réellement au RDPC? Mais oui.
c'est une question, c'est une question de provocation, c'est une provocation ça. Non, je veux dire, l'engagement. Et c'est pour ça qu'il y a dit à un collègue qui était malheureusement de l'opposition sur un débat, il lui a dit il faut faire l'éloge de l'engagement public. Je veux dire, le projet de société du RDPC, quel est le projet de société du RDPC pour le développement social? Mais effectivement, contribuer à la... Est-ce que ça favorise justement le développement social? Les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, pour nous Quel aspect de ce projet? Quel est le projet social du RDPC? Non, mais une pensée, effectivement, que l'on concourt à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, effectivement, c'est un projet important. Les conditions dans lesquelles nos parents ont vécu ne sont pas nos conditions, ce pas les mêmes aujourd'hui. Effectivement, nous avons toujours une quête permanente d'un meilleur bien-être, mais il faut considérer qu'en s'émerveillant un tout petit peu, de voir que le monde autour de nous est en train de changer. Donc, s'il y a un homme politique qui s'engage dans cette vie publique-là sans avoir à cœur d'améliorer les conditions de vie des citoyens, je peux vous dire qu'effectivement, ce qui veut dire qu'il fait fausse route. Dans ce cadre-là, nous pensons qu'en 40 années, on n'a certainement pas tout fait. Mais nous avons fait un certain nombre d'avancées telles que quand vous dites la personne qui viendra après nous... Vous parlez du RDPC ou vous parlez de la Oh, je parle également de la... non, mais effectivement, l'inspirateur également du RDPC, c'est le président Paul Biya. Donc, si vous voulez que me cantonne à 37 ans, ce sera 37 ans. Mais en même temps, on peut également faire une petite prolongation en disant 40 ans. Charles Dicam, le RDPC a 37 ans. Quel est le regard que le militant politique que vous êtes porte sur ce parti? Le regard que j'ai, moi, j'aurais déjà une pensée pour ceux de mes camarades politiques qui sont encore en prison aujourd'hui. Parce que quand tout à l'heure vous évoquiez cet anniversaire, vous parliez également de l'actualité qui avait précédé concernant ce parti, le renouvellement des ordonnes de base. Oui. Nous avons tous souvenance de ce qui s'y est passé. Alors, la justice, je pense qu'il faut déjà commencer à l'appliquer chez soi, dans sa famille, pour pouvoir espérer l'appliquer ailleurs. En fait, j'imagine que vous parlez des ponts qui ont été détruits. Oui, des sous-préfectures, incendiés. etc. Exactement, exactement. Il y a même eu mort d'homme. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que, d'un côté, il n'y a pas eu de sanctions, et d'un autre, des gens à qui on ne peut pas imputer les mêmes faits, à qui d'ailleurs on n'impute rien d'autre qu'une intention, se retrouvent en prison, certains pour jusqu'à 7 ans. C'est à ça que me fait penser le RDPC, un parti qui ne pense qu'à lui, qui est injuste, qui malheureusement, imbu de sa superpuissance, pense qu'il peut continuer de traiter les Camerounais comme il veut et quand il veut. C'est dommage. Des fois, les commémorations invitent à l'introspection. Et aussi à se demander si, à l'endroit des autres, on a bien fait. Si on fait bien à l'endroit des autres. Et je pense que ils auraient gagné à y penser. Mais malheureusement, je ne crois pas que ça ait été un sujet à l'ordre du jour de leur commémoration. Ils commémorent l'accession au pouvoir de leur patron. C'est bien. Écoutez, moi, je ne sais pas, la dernière présidentielle, le patron en question, on l'a aperçu 10 minutes. Non, je ne sais pas. C'était 7 minutes. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas quel projet de société ou programme de société on peut avoir quand on est absent. C'est ce qui nous amène dans les dérives que vous connaissez, les hautes instructions, et où chacun se met à douter de qui les instructions sont venues. Non, le RDPC gagnerait à renouveler son logiciel. Il y a des hommes de valeur au sein de ce parti. Je pense qu'il ferait mieux de commencer déjà par ne plus accepter qu'on leur dise qu'ils sont encore trop jeunes. Et que... Vous parlez de Samuel Motte? Oui, lui et d'autres. Il n'est pas le seul. Je pense que même par reconnaissance, quand on a maintenu quelqu'un pendant une mandature 2, 3, au bout de 40 ans, ce n'est plus de la reconnaissance. Donc, c'est pour répondre à ce qu'il disait précédemment. Le président du Sénat, mon grand-père Niat, et l'autre, je pense qu'il mérite plus du repos qu'autre chose. Et c'est même une punition à la limite, c'est plus de la reconnaissance. Alors, Paul Eyoum, qu'est-ce qui vous inspire cet anniversaire? Vous savez, Lila, je vais vous faire un aveu. Quand vous m'avez envoyé le sujet que vous avez mentionné, les 37 ans du RDPC, j'ai dû prendre des effragants. Parce que quand je parle du RDPC, comme d'ailleurs beaucoup de Camerounais, ça donne la migraine. Je vais vous dire, j'ai l'habitude de dire que tout ce qui est démocratique, comme nom, il faut faire attention. Que ce soit officiel à la Corée du Nord, République démocratique de Corée du Nord.
Et le RDPC, ça va peut-être déplaire à l'honorable. J'ai des amis au RDPC qui parfois font, je dirais, une agiographie. Tu as aussi des papas comme moi là-bas. Oui, bien sûr. Il y a bon nombre je suis même un enfant du RDPC, étant donné que père et mère, ils sont militants du RDPC et militants actifs du RDPC. Mais moi, j'ai fait mon choix de ne pas être du RDPC, je l'assume pleinement et j'en suis fier. Mais je le dis, et je n'ai jamais milité au RDPC. Pourquoi? Parce que j'estime que le RDPC est une grande gagne pour cette République. Et je n'ai jamais été militant du RDPC. Qu'est-ce qu'il en est de ces militants? J'y arrive. Non, ils sont des Camerounais comme tous les autres. Je n'ai jamais été militant du RDPC, mais je ne dirais pas que je ne serai jamais parce que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Non, il faut toujours être... Qu'est-ce qui pourrait... Non, je ne sais pas que... Qu'est-ce qui pourrait... Messieurs, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre? Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à rejoindre le RDPC? Il n'y a rien qui peut me convaincre. Et là, je vais vous dire, vous savez, le RDPC est un parti antidémocratique. Vous avez vu l'élection du maire de la ville de Douala, où on n'a pas permis au maire de ma commune, M. Lengue-Malapa, d'être candidat. C'est-à-dire le RDPC en permanence, vous regardez, lorsqu'il y a, c'est les investitures, regardez, c'est une violation permanente de la démocratie. Mais il n'est pas exclu qu'un jour vous prenez la carte du RDPC. Non, je parle parce que, vous savez, moi, les gens qui disent jamais, pour moi, c'est des personnes immatures. Quand on est une grande personne, il faut souvent avoir une certaine c'est pour ça que je dis, c'est juste la réserve. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter? Qu'est-ce qui pourrait vous inciter justement? Absolument rien. Pour les jeunes, il n'y a absolument rien. Ensuite, je vais vous dire, le RDPC, j'ai parlé de l'antidémocratie. Le RDPC, c'est un parti qui a fait de l'illégitimité et de l'illégalité ses chevaux. Vous regardez par exemple que déjà, M. Paul Biya, je parle de M. Paul, pas le président de la République, je parle du président national du RDPC, est président du RDPC de manière illégitime et illégale. Premièrement, le congrès du RDPC, le dernier, c'était en 2011. Les congrès, d'après le statut, doivent avoir lieu tous les 5 ans. Les 3 ans ou les 5 ans? C'est tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Il voit bien que je maîtrise le RDPC, même si je suis à l'extérieur. Tous les 5 ans. Vous préparez peut-être. Non, rien à voir. Tous les 5 ans. 11 ans plus tard, il n'y a pas de congrès. Aucun militant ne dit qu'attention, nous sommes dans la violation des thèses. Le président, il n'a pas de légitimité. Il a porté sa candidature en 2018, puisque le bureau, les thèses permettent à ce que le bureau politique puisse l'investir comme candidat. Or, il a dit que c'est l'appel du peuple. Comment le peuple camerounais vous appelle à être candidat? Vos propres camarades du parti ne vous votent pas lors d'un congrès pour vous investir comme candidat du parti à l'élection présidentielle. Deuxièmement, l'illégalité, parce que déjà, j'ai parlé du congrès, le congrès est passé, donc il est dans l'illégalité. Et puis, il est encore dans l'illégalité constitutionnelle. La constitution du Cameroun est que le président de la République ne peut pas occuper une autre fonction élective. C'est écrit noir sur blanc. Une fonction publique élective. Oh là là, peu importe. Non. La Constitution, est-ce que la Constitution parle de public? Est-ce que la Constitution... Je ne sais pas ce qu'il y a public. Est-ce que la Constitution est précise là-dessus? Je veux dire, on a eu le même débat. On a eu le même débat la semaine dernière avec l'Assemblée nationale et le groupe des parlementaires. Est-ce que la Constitution est claire là-dessus? Non, je vais relire ça. C'est clair. Vous avez pendant qu'on fouille. Ensuite, le RDPC a fait de la délinquance économique. Il est complaisant vis-à-vis de la délinquance économique. Regardez juste ces sections. Il y a au moins 2 sections de RDPC en Koningui, l'autre à Newbel. Je parle des détournements des deniers publics. Parce que le RDPC aujourd'hui, excusez-moi, mais je vais le dire à l'honorable, ça peut être frustrant, mais c'est une réalité. Le RDPC donne l'impression que c'est un repère et même un refuge de tous les gangsters de la République. En gros, le RDPC, c'est ce qu'on appelle la Cosa Nostra. Je parle de Cosa Nostra. Vous savez ce que c'est que la Cosa Nostra? Allez à Palais, vous mettez à Palais, vous parlez de Cosa Nostra. On va vous voir comme un grand bandit. Parce que la Cosa Nostra, c'est le nom originaire de la mafia en Italie. Et c'est ça que représente le RDPC aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'on a l'impression que ce parti politique-là, au début, il a commencé, le RDPC aussi son âge d'or, il a fait rêver certains Camerounais qui y ont adhéré, c'est vrai, l'ancien parti unique, mais il y a d'autres Camerounais après qui y ont adhéré de conviction. Mais vous voyez que le RDPC, il a même caporalisé l'administration. C'est les administrateurs qui sont devenus plus militants que les vrais militants du RDPC. Et résultat de cours, ça donne quoi? Ça donne que ceux qui ont même la conviction dans ce parti politique, ils sont piétinés, ils sont foulés du pied parce qu'il y a des gens qui viennent avec des mallets d'argent pour pouvoir s'imposer dans ce parti et prendre en otage le parti et la République. Alors, Martin Banzi, le RDPC, est-ce qui vous séduit? Je veux dire, le renouveau revendique aujourd'hui plusieurs réalisations. En 37 ans, le RDPC a fait plus de mal ou plus de bien aux populations? Est-ce que le RDPC, ce parti, vous séduit?
Me séduire, bon, c'est trop dire, c'est trop me poser. Non, moi je pense que historiquement, c'est le plus grand parti. Tout le monde connaît l'histoire hein, du RDPC. C'est vrai qu'on ne peut pas être satisfait de la manière dont le RDPC amène le pays actuellement. Que voulez-vous que je vous dise? Il est tout à fait normal qu'un parti de cette envergure puisse fêter ses 37 ans, puisse faire le point. En fait, permettez juste que je vous coupe pour faire la précision. Alors, les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute autre activité professionnelle. C'était pour faire la lumière. Allez-y. Donc à la vérité, non, pas pour une fois, je veux dire. C'est un bilan pour moi qui est mitigé et qui est la résultante de la manière dont l'État du Cameroun a commencé au début. C'est-à-dire qu'en réalité, moi je ne peux pas trancher directement en disant que c'est un mauvais parti. C'est un parti qui a cet art, et cet art-là résulte du départ de notre État. Bon, pour ce qui concerne le bilan, moi je dirais... Est-ce que vous avez un jour adhéré au RDPC? Adhérer au RDPC. Adhérer, mes parents. Non, je parle de vous-même. Non, moi, j'ai pas de... Jamais, vous n'avez jamais été militant. D'accord. Moi, je suis rentré... Permettez. Non. Il a encore la parole, monsieur Martin Bazzi. En réalité, je ne peux pas dire ce que j'ai jamais fait. D'accord. Hein? C'est vrai que je suis proche. Oui, parce que mes parents, moi je suis de Yaoundé, mes parents, toute la famille a toujours... Mais maintenant, comme il a dit tout à l'heure, notre génération, les uns et les autres prennent d'autres chemins. Est-ce que vous pourriez adhérer au vous faites la campagne permettez. En fait, je veux dire, c'est vous qui avez dit qu'il est possible qu'un jour... Allez-y, oui, bien sûr. Moi, je serais toujours... La question, c'est est-ce que le RDPC séduit encore aujourd'hui? Voilà. Est-ce que vous pourriez adhérer au RDPC? Non, le RDPC, c'est le plus grand parti au Cameroun. Ça, vous l'avez dit. Mais maintenant, les pratiques de ce parti-là font que, à un moment donné, on prend du recul parce qu'on s'est dit, si je me mets dans cette histoire-ci, est-ce que je peux exister? Du coup, ça me donne un frein normal parce que, tel que je vois les pratiques à l'intérieur de ce parti, je me dis que je ne peux pas avoir ma place là-bas. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je préfère rester neutre, j'observe, je fais mes observations, mais il ne faut pas se le cacher. C'est un parti qui est implanté partout, qui a des moyens, qui a des gros moyens. Même intellectuellement parlant, ils ont des. Mais maintenant, entre les hommes, ce qu'ils sont et ce qu'ils font, pour moi, c'est là le problème du RDPC. Samuel Mout, aujourd'hui, le RDPC compte bon nombre de militants. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on milite au RDPC? Par conviction ou alors par intérêt? Il y a une formule qui est partagée chez nous, qui est celui de l'adhésion de raison et de cœur. Mais je pense que de manière générale, au-delà même du fait de cette appartenance-là qui est plus ou moins une appartenance clivante, quand on entre dans la vie publique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour être au service des citoyens. Quelles sont les valeurs les mieux partagées par le RDPC aujourd'hui? La plupart des gens qui, comme moi, adhèrent à ce parti-là, c'est également, premièrement, formellement, pour prendre cet engagement public-là dont on doit faire l'éloge, mais deuxièmement, également, c'est parce qu'on pense que ce parti-là, effectivement, c'est celui-là qui est porteur des gènes de progrès, de développement dans notre pays. Je veux dire, aujourd'hui, quelles sont les valeurs que prend le RDPC et quelles sont les valeurs les mieux partagées entre les militants du RDPC? Les mieux partagées, mais ça se trouve, je veux dire, c'est un parti démocratique. Non, l'éthique, la morale, le facteur pardon, je vous en prie. Développement, éthique. Oui. Éthique, morale, rassemblement, développement. Rassemblement, oui. Vous pouvez tout ça, vous pouvez accoler. Alors, éthique, justement, je vais revenir avec ce que dit Paul Yeyoum. Éthique, morale, quand on a... une section. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais c'est des hommes qui volent. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé quelles sont les valeurs les mieux partagées par les militants du RDPC aujourd'hui. C'est des hommes qui volent. Oui. Et ce n'est pas le RDPC qui le fait. Ça également, il faut faire une différence entre des actes tout à fait personnels. La première question que j'ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'on milite aujourd'hui au RDPC? Par conviction ou bien par intérêt? On milite par conviction. Maintenant, il ne faut pas vous prendre la garantie que tous ces gens-là qui rentrent là-dedans, s'il y avait une charte à signer
ils s'engagent à signer la charte, qu'ils se sentent obligés de respecter le sens de leur signature, de l'engagement initial. Il y a toujours des gens, effectivement, qui ici ou là vont peut-être se défausser et de ne pas faire effectivement ce sur quoi ils se sont engagés. Mais maintenant, quand on dit effectivement qu'il y a des prisonniers politiques, ils sont combien aujourd'hui? Ils sont combien par rapport à aux 6 millions, aux 6 millions, oh non, mais non, aux 6 millions d'habitants, aux 6 millions de militants et peut-être même plus que nous sommes. Il y aura toujours des événements à la marge, mais toutes les structures sont ainsi faites. C'est pour cette raison-là également, parce que, écoutez, si vous avez un environnement, une organisation où tout le monde serait, il faut dire, noyé dans ce sentiment-là de probité et d'éthique, vous n'avez pas besoin de mettre à ce moment-là des mécanismes de contrôle. On met les mécanismes de contrôle dans chaque organisation tout simplement parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont essayer de sortir des rangs et pour qu'on puisse éventuellement les sanctionner. Ces gens qui sont en prison aujourd'hui sont sur ces valeurs-là, éthique et moralisation, quel est le bilan du RDPC 37 ans après? Le bilan de RDPC, c'est qu'on a toujours continué à séduire les populations. On a toujours continué à travailler pour le Cameroun. Et aujourd'hui, les résultats que nous avons, s'il n'y a pas ce sentiment-là de service des citoyens, ancré en nous, je ne sais pas si on aurait fait ce chemin-là. Comment est-ce qu'on veut s'attarder sur 2 ou 3 personnes qui, à un moment donné, ont renoncé à leur appartenance à un parti. Et également, pour le Youm, il a tendance à me faire penser que c'est l'apanage. Ouais, je savais. Attendez, c'est l'apanage du RDPC. Non, dans toutes les organisations, vous allez toujours avoir des gens qui auront tendance à penser qu'on peut trouver des raccourcis pour pouvoir progresser. Je n'ai pas envie de placer le débat à un niveau. Vous avez très bien vu qu'il y a un certain nombre de faits qui sont déroulés sous nos yeux aujourd'hui, qui fait qu'il y a des gens qui ont été confondus. Ce n'est pas nécessairement une histoire d'appartenance à un parti politique, c'est les hommes qui sont faits ainsi. Et on a installé dans toutes les organisations, et même au niveau de l'État, des contrôles qui doivent être faits de manière régulière. C'est parce qu'on a la pleine conscience de ce qu'effectivement, à un moment donné, ça peut déraper. Alors, Charles Dicam, Samuel Mota a parlé des résultats du RDPC. J'ai envie de vous demander à quoi est-ce que, votre regard, à quoi est-ce que le RDPC doit aujourd'hui son leadership sur la scène politique? Sur la scène politique. À la caporalisation déjà d'administration. Et c'est déjà beaucoup. Aux moyens de l'État, dont il use et abuse. Parce que si vous voyez au-delà de ces 2 raisons, du point de vue idéologique, vous avez le sentiment, vous, que, à part quelques-uns, l'essentiel des militants du RDPC ont une idéologie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ceux que je vois aujourd'hui, non, à part quelques-uns. Non, ils vont à la soupe. Ils vont à la soupe pour l'essentiel. C'est l'idée que je me fais de ce parti. Ils vont à la soupe pour l'essentiel. Oui. Mais pour autant, c'est pas qu'il n'y ait pas d'hommes de valeur, hein, ni qui aient une éthique. Il y en a, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et ils ne sont pas suffisamment puissants pour que ça entraîne le reste. Alors, sur la même question, Pauline. Oui, déjà, je voudrais dire, l'honorable a permis de voir, là, quand on parle de fonction publique, on peut même amener le débat sur le public. Parce que même la fonction présidente d'un parti, on peut considérer cela comme une fonction. C'est une association privée. Peu importe. Et parce qu'il y a la loi, il y a aussi l'esprit de la loi. Le législateur, qu'est-ce qu'il voulait? C'est qu'il voulait mettre le président de la République au-delà de tout caractère partisan. C'est ça l'esprit de la loi. C'est pour faire en sorte que le président de la République... bien sûr, redire comment? Pardon? Comment, si vous voulez le décharger de son appareil politique, va se réunir. Non, pas décharger l'appareil politique. Il reste militant. On a parlé de président, il reste militant. D'ailleurs, en France, vous savez qu'il y a un président qui est là, et il y a il y a le président de la République, et il y a le président du parti. Et le RDPC, il faut quand même dire une chose. Quand la création du RDPC me rappelle même celle du RPR en France. Parce que le président Biya, lorsqu'il devient président de la République, c'est encore l'UNC. Or, tout le monde connaît les conflits qu'il y a eu. Il avait besoin d'un appareil qui va lui permettre d'avoir la main mise. C'est donc comme ça que
on décide au congrès de Bamenda en 85, on organise ce congrès pour pouvoir lui donner la pleine puissance pour maîtriser l'appareil, étant donné que mot de passe d'appareil, c'est les mêmes raisons, par exemple, Chirac, lorsque il a fait l'UDR avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, où il est considéré l'UDR comme un traître ayant soutenu d'Estaing et non Chaban Delmas, comme certains voulaient à droite. C'est comme ça que lorsqu'il démissionne au gouvernement en 76, il crée le RPR en 77 et puis il devient maire de Paris. Donc, c'est pratiquement le même contexte. Il avait besoin de cet appareil politique-là. C'est une réalité. Maintenant, l'autre chose en politique que je remarque, et dans laquelle je n'aime pas beaucoup m'installer, c'est que certains militants ont ce que j'appelle des croyances fantasmatiques. C'est-à-dire que le parti est beau, tout est bien, on est toujours là. Oh, quand vous regardez le RDPC, dans sa façade, vous regardez la réalité, elle est là, elle nous rattrape. C'est que même le bilan du renouveau, il est inhérent. Le RDPC, son bilan est aussi inhérent à celui du renouveau, parce que c'est le RDPC qui est aux affaires publiques. Donc, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, vous avez posé la question de savoir si le RDPC attire encore. Oui, il attire ceux qui veulent avoir la concussion, qui veulent avoir des strapontins, parce que, et comme l'honorable l'a dit, et il faut le reconnaître. Ce sont les raisons pour lesquelles vous pourriez militer. Non, pas moi. Vous n'avez pas exclu cette éventualité. Mais on le sait, on le voit très bien. Vous n'avez pas exclu cette possibilité. J'ai l'impression que Léla est maintenant commercial du RDPC. Depuis vous revenez sur cette question, mais vous faites le recrutement pour le RDPC. D'ailleurs, je vais poser la même question également à Chaldi Cabra. Est-ce que le RDPC, est-ce que vous pourriez un jour militer? Non, il est trop tard. Il est trop tard. Je l'aurais fait en son temps, mais il est trop tard. Qu'est-ce qui aurait pu vous motiver? Qu'est-ce qui aurait pu me motiver? C'est s'il était resté ce parti-là que moi j'ai connu, où, père son âme, ma tante a été une des plus grandes militantes ici à Douala, aux côtés de Madame Foning. Ah, ok. Non, c'est pas elle. Ma tante était à ses côtés. D'accord. Non, aujourd'hui, il ne prône plus mes valeurs. Donc, et j'ai fait un choix tardif, et j'ai fait un choix, je m'y tiens. Tu as tort, Charles. Alors, Samuel Motte, est-ce que le RDPC aujourd'hui favorise l'éclosion des figures emblématiques? Parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, que toute la lumière est mise uniquement... Disons que des figures nouvelles, vous voulez dire? Non, je parle de figures emblématiques. Je veux dire, on a l'impression que toute la lumière est mise uniquement sur le président national du RDPC. Si vous me dites oui, quelles sont aujourd'hui les figures montantes du RDPC? Les éventuels vous avez une figure montante devant vous? Tous les militants sont des figures montantes. Non, je veux dire une figure montante qui s'interdit de rêver de prendre un jour la place de Cavaillé Guédébré, je veux dire. Non, il y a des rêves que je m'autorise, il y a des rêves que je m'autorise pas. Non pas parce que ce sont des rêves que je ne peux pas atteindre, mais en réalité, quand vous voyez l'environnement dans lequel le jeu, les cas sont distribués. Je veux dire, une figure montante peut attirer, peut aspirer à des fonctions. Non, ça nous fait fantasmer tous de prendre des positions. Maintenant, la vie elle est ainsi faite, il y a un moment donné vous progressez, la progression peut aussi s'arrêter. Et donc, écoutez... Donc je repose dans ma question. Il n'y a pas, au moins, à contrario, il n'y a aucune ambition qui est réprimée à l'intérieur de l'RDPC. Au moins ça devait nous mettre d'accord. L'élection de la mairie de ville de Douala. Non, mais attendez, mais là encore il revient sur des petits rengaines. Là, écoutez-moi très bien par rapport à son propos. Le parti aura toujours besoin de discipline au parti, et ce n'est pas seulement le RDPC qui le fait, aura envie écoutez-moi bien, aura envie d'investir. Et dans le cas effectivement du règlement qui est le nôtre, quand vous entrez dans un parti, il y a un règlement intérieur qui existe où on vous dit effectivement l'investiture appartient au parti. Et d'ailleurs, ça permet au-delà de ce que vous pensez pour les Youm, ça permet également d'apporter un certain nombre de correctifs sur un système à un moment donné qui peut déraper. Qu'est-ce qui vous dit que l'élection d'une autre personne au suffrage ouvert aurait apporté une meilleure solution à la vie de Douala? Vous n'en êtes absolument pas sûr. À un moment donné, le parti peut estimer que de toutes les façons, à ce point de responsabilité-là, il faut son intervention pour essayer de... En une minute, à quoi est-ce que le RDPC doit son leadership sur la scène politique? Du travail militant qui est fait au quotidien, même si vous avez tendance... Rien à voir avec la caporalisation de l'administration dont parlait écoutez, non. Les gens sont totalement libres d'adhérer au RDPC. Ils sont tout à fait libres également d'en sortir. Mais également par rapport à un certain nombre de choses qui nous collent à la peau, je ne veux pas être désagréable. La part du gain également... Il est également là aussi dans un certain nombre de personnes qui n'ont jamais appartenu à cette organisation-là. Quand ils vous disent effectivement qu'ils vont tous à la soupe,
Maurice Kamto était parti à la soupe. Dans son histoire, mais si, dans son histoire de contrat, là, ce cabinet pour faire le code pénal, on est parti à la soupe dans ces cas-là. Je ne veux pas multiplier les prix par 25 comme un certain nombre de personnes sont amusées à le faire, mais il est partant en ce qui me concerne qu'il était dans une incompatibilité. Et le pacte de non-agression entre amis. Pardon? Et le pacte de non-agression entre amis. Non, mais on se dit de vérité. Non, il est que dans ce cas-là, il était dans une situation d'incompatibilité partant, mais il a quand même pris le marché. Ce qui veut dire effectivement qu'en ce qui concerne, moi j'ai tendance à dire, je ne crois pas à la vertu des hommes. C'est la société qui doit les réguler. Contrairement à ce qui nous a été appris en philosophie en disant que l'homme est bon, c'est la société le corrompt. La société doit être de tout éveil pour être sûre que des intelligences qu'elle-même elle sécrète ne viennent pas des intelligences qui soient nuisibles par la suite et donc doit réprimer des gens qui ont tendance à dévier. Et cette déviation-là n'est pas seulement propre à une organisation, notamment par... Monsieur Martin Bazik, si je vous dis RDPC, renouveau et répartition équitable des fruits de la croissance en 37 ans, vous me dites quoi? Quoi? Pourquoi tu dis quoi? Répartition, répartition équitable. Répartition de quoi? Équitable des fruits de la croissance. Là, vraiment, vous êtes en train de me toucher sa provocation. Je vous ai dit pas le frère. C'est-à-dire que je sais pas. Là, c'est une colle. Mais pourquoi ça vous dit ça? Non. Moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Le bilan aurait pu être globalement positif. Mais il y a tellement eu des choses, des gens qui tiraient ce bilan. Parce qu'on ne peut pas. Si on va élément par élément, on va constater que le président Paul Biya avec le RDPC, ils ont fait beaucoup de choses. Mais c'est dans un tel désordre que... Ça veut dire qu'il fallait que dans la manière de fonctionner, que ce soit quelque chose de spontané. Lorsque vous me posez la question, j'aurais pu vous dire que vraiment c'est bon. Mais quand avec le RDPC, vous voulez dire que c'est bon, après quand il y a un événement qui se produit, s'il dit que c'est bon là, alors que c'est le comté qui s'est produit hier ou avant-hier, ça dérange. Donc pour moi, ce parti, comme tous les autres partis qui ont déjà mis 37-40 ans, mais méritent, je ne vais pas dire qu'il faut un dégraissage, je ne sais pas si c'est un dégraissage des intelligences, mais il faut quand même quelque chose de nouveau qui fait que les gens se sentent quand même un peu à l'aise. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une répartition équitable des fruits de la croissance. On ne peut pas le dire. Quand vous voyez le niveau de la corruption, quand vous voyez comment les gens jouent avec l'argent public, on ne peut pas. N'est pas dans notre politique. Oui, non, je veux dire que la gouvernance fait partie. Moi, je ne suis pas un politique, j'essaie un peu de lire. On ne peut pas avoir des bons résultats en politique si la gouvernance n'est pas bonne. Comme dans une entreprise. Si une entreprise n'a pas un bon organigramme, avec des fiches de poste, avec des procédures, vous ne pouvez pas réussir. Hein? Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le RDPC souffre de son trop gros plan. Ils ont fait beaucoup de choses. On va prendre les lycées, on va prendre les stades et tout ça. Est-ce que derrière ça, ça a permis aux Camerounais de se sentir tous concernés? Je pense que non. Là, il faut vraiment être sincère. Je pense que le regret aujourd'hui que les Camerounais ont, c'est qu'on ne pense pas que les fruits de la croissance ont été équitablement répartis. Si ça avait été le cas, je pense qu'il y aurait moins de tensions sociales au Cameroun aujourd'hui. Charles Dicam, on a vu ce qui s'est passé avec l'UNC après Amadou Ahidjo. Vous allez me dire que vous ne lisez pas dans les boules de cristal, mais l'URDPC, au-delà de Paul Biya, quel avenir pour ce parti? Vaste question. Il faut déjà qu'il y ait encore un RDPC après lui. Parce que quand vous voyez que tous les militants s'en remettent à lui et rien qu'à lui, c'est comme si c'est la pierre angulaire. Sans lui, l'édifice s'écroulera. Non, je pense qu'il y a suffisamment comment dirais-je, de valeur au sein de ce parti pour que, ne serait-ce que, même s'il devait s'émietter en tendance, il existera toujours quelque part. Il existera toujours. Mais il devra compter avec des gens qui ont attendu très longtemps de pouvoir impacter le parti. Mais il devra compter dessus. Sur la même question. Sur la même question, vous savez, Léa, je n'aime pas beaucoup prédire l'avenir parce que je ne m'octroie pas les pouvoirs du médium et encore moins prédire l'apocalypse. Tout ce que je prédis au mi-temps du RDPC, c'est qu'après le président Biya, bonne chance à tous. Ils comprennent ce que ça veut dire. L'autre chose que vous dites, c'est que
je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes à l'AFP. On a convoqué la convention du parti et il y a des individus qui arrivent, qui sont au bureau, qui disent, l'ordre du jour, c'est d'élire un nouveau président. Ils disent que non, on doit leur donner 2 ans supplémentaires. Les militants s'arrêtent, ils disent ici, non, les tests disent ceci, organiser l'élection, on élit un nouveau président. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que nous attendons du RDPC, au-delà des hommes qui sont là actuellement, c'est que les militants, ils aient la conviction de leur engagement dans leur parti. Et je dis à tous mes amis, aujourd'hui on fait le procès du RDPC, il va aussi falloir qu'on fasse le procès de l'opposition. Je vous dis, parce que si le RDPC est encore au pouvoir, c'est parce que l'opposition aussi, elle a fauté beaucoup dans ce pays. Et il va falloir que l'opposition aussi fasse sa mieux pour pouvoir remplacer le RDPC demain. Et moi j'attends, je suis un compétiteur, j'attends un RDPC très fort demain, je parle de ma génération, de tous mes amis du RDPC qui nous regardent en ce moment, mais qui les pratiquent comme la fraude et autres, qu'on entre tous sur un véritable terrain politique. Ça va permettre à ce que le Cameroun se développe parce que on sort avec vous. Alors on sort avec vous. Votre parti est né justement à Bamenda. Donc on peut considérer cette ville comme étant la mère de votre parti. Quelles sont les relations aujourd'hui entre la mère et le fils? Non, le chef de non, mais c'est un parti du territoire camerounais que nous voulons absolument sauvegarder. Mais là également, Léla, j'ai suivi tout récemment une interview d'un grand dignitaire de ce parti-là, le Bastion est effectivement cette zone-là que vous citez. Je parle du SDF qui dit effectivement, parlant des gens qui sont en grève aujourd'hui, en disant nous n'allons pas faire les erreurs que nous avons dû commettre dans le camp. On a déclenché des mouvements corporatifs au nord et sur le sud-ouest. Là également, vous voyez très bien qu'il y a des choses. Est-ce que le RDPC il y a des choses qui tenir un meeting politique à date? Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. Qui peut aisément tenir un meeting politique aujourd'hui à Bamenda? Personne. Tout simplement parce qu'il y a une insécurité qu'on a cautionnée à un moment donné. Parce qu'on a regardé, parce qu'on a regardé de manière bienveillante un mouvement qui se dessinait dans cette zone-là, qui aujourd'hui constitue un fléau pour la République du Cameroun. Nous, les militants de RDPC, on avait dit effectivement, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas penser que vous allez utiliser une histoire corporative là pour pouvoir en faire un enjeu politique, un enjeu national. Là où nous n'avons pas été suivis, mais dans le cadre également des mouvements qui pointent aujourd'hui à l'horizon, vous voyez très bien qu'il y a un certain nombre de leaders qui nous accompagnent dans ce sens. Non, après Paul Biya, effectivement, il y aura le RDPC. Le RDPC, le président Paul Biya travaille effectivement dans le sens effectivement, de laisser à la postérité une organisation politique qui fonctionne dans le cadre de ce fonctionnement, mais en lui donnant un socle déjà, un socle républicain qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire campagne là où on veut, partout où on veut au Cameroun. Cette latitude également étant laissée. Et le maillage également, au niveau des territoires qui nous laissent, effectivement, ce sera pour la postérité. C'est qui le numéro 2 du RDPC? À nous de savoir nous en servir. C'est qui le numéro 2 du RDPC? Nous avons une organisation qui est basée autour d'un certain nombre qui est un président, un vice-président, un bureau politique, et là également... Samuel Mo, qui est le numéro 2 du RDPC? Paul Biya, le numéro 1, quel est le numéro 2? Peu importe est-ce qu'il y a un numéro 2 RDPC? Il n'a certainement pas été remplacé jusque-là, mais le moment venu, il y aura des remplacements qui vont s'opérer. Merci Samuel Mo d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, Martin Ombazi. Merci également à vous, Charles Dicap, d'être venu. Vous avez été très pondéré, très calme aujourd'hui. Je veux dire, je devrais à la limite ne plus jamais vous inviter avec Samuel Mo. Non, mais c'est pas la polémique pour la polémique. Comme s'il y a matière, ne vous inquiétez pas. Ça vous gêne d'avoir un plateau, pas ne m'invitez plus alors. Je l'ai dit la dernière fois, je ne devrais plus jamais vous inviter tous les deux. Notez quand même, les gens, que chaque fois que je suis passé chez vous, ici, on s'est moins chamaillé, c'est pas seulement avec lui. Surtout avec lui. Merci également à vous d'avoir été là ce dimanche. C'est là fait que vous remerciez. J'ai appris aujourd'hui que vous êtes maintenant chargé de recrutement du RDPC. Félicitations. Et j'ai appris également aujourd'hui qu'il faut vous Non, l'autre là, c'est pas possible. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu veut. Bon dimanche.